Hello les boys and girls, we are live, enregistré, ouais c'est un concept, c'est un live enregistré, avec notre flamboyant et bel et faible Greg. Comment vas-tu Greg? Ça va super bien, merci Adri. Et toi? Alors, qu'est-ce qu'on enregistre en live aujourd'hui? Le mec il me met un vent direct. Voilà, je mets un vent, c'est comme ça, mais tu le sais que je vais bien, regarde, j'ai toujours ma tête de dépressif, je suis encore en vie, donc c'est que tout va bien. Alors, on enregistre en live l'épisode 2 du Made in France, Greg. Parce que oui, on l'a fait en deux parties. Parce en fait, sinon, c'est l'épisode 5, mais c'est la part 2. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est une saga, quoi. Saga. Tu te souviens de Saga, l'émission avec Stéphane Bern? Ah oui, non, je crois que tu allais me parler de Saga Africa. Mais... Ah, chacun ses refs. Voilà, c'est ça. Stéphane Bern, on t'aime. Et Yannick Noah aussi. Oui. Alors... on s'est un peu perdu dans cette intro, mais on va continuer. Alors, qu'y a-t-il au programme de ce Made in France numéro 2? Oui, alors on va parler de Gourou. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une secte. La secte, c'est nous. La secte Podcart, ça c'est différent. Team Gourou, c'est ceux qui ont créé un scanner pour trier et classer vos cartes. Magic, hein, mais qui est peut-être transposable pour d'autres sports, donc très intéressant. Et puis ensuite on aura qui d'autre, Adri, dis-moi? Eh ben on aura le truculent Maître Magouille qui a encore un concept incroyable à nous vendre, comme d'hab. Hein. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a eu un petit billet à se faire, il est sur le dossier. Le jour où il nous fera un truc solidaire, c'est qu'il faudra s'inquiéter. Ah bah tu sais, le caritatif il aime bien aussi. Hein, ouais, caritatif. Et bah écoute, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Et puis ensuite on aura Patrick qui est designer et créateur d'une marque de cartes sur des sports un peu plus underground, on va dire. Voilà, le VTT, le roller hockey, ping-pong, basket aussi, mais sur des championnats un petit peu moins cotés. Et puis il est ouvert à toute proposition. Exactement. Et ensuite, on va terminer ce magnifique épisode par le traditionnel concours. C'est ça c'est indéboulonnable, pardon. Voilà, on va vous rincer, les gars. Ouais, parce qu'il y a du budget là, ça y est, ça envoie la cam. En parlant de budget, voilà, on a acheté du matos, hein. Ouais, une table de mixage, c'est ça. Une table de voilà, une console d'enregistrement pour être exact. Bim, 900 boules. Alors 900 boules, la table elle était à 500, mais j'ai rajouté un micro comme le mien là haut de gamme, donc on aura en tout 4 micros pour enregistrer plus la table. Oui, parce donc que nous vous réservons on pourra faire des lives. Voilà, des lives, et il y a bientôt une petite surprise qui va arriver, on peut pas vous en parler, mais ça va servir sans doute. Et puis bon, ça reste qu'une boîte de Panini Contender. À l'heure où on enregistre ça, en fait la surprise est peut-être déjà annoncée, hein. Sans doute. Parce qu'on n'est pas très bien organisé, vous savez, on fait ça en amateur. Hein, Non, mais c'est un live Back to the Future. C'est-à-dire que tu prends ta DeLorean et en fait tu retournes à l'enregistrement, enfin c'est un truc de dingue. Exactement. Voilà, oui. C'est concept. On a inventé la machine à remonter le temps. C'est ça, c'est fort. Et toi, Adri, qui est un grand romantique, puisque je le sais, c'est le Power of Love. Power of Love, exactement. Moi, j'aime tout le monde, sauf les connards. Allez, on va lancer cet épisode. Des bisous. À tout de suite pour la partie 2. C'est parti pour les news. Alors, on va se faire des news un peu particulières. On va discuter avec le Greg. Le Greg qui d'ailleurs passe ses week-ends déguisé en Pat Patrol. Ça, je suis obligé de dire la vérité pour nos auditeurs. Et oui. Greg, raconte-nous cette aventure. Ah bah j'ai donné de ma personne. C'était le premier anniversaire de Com. Hein, vous avez déjà entendu sa petite voix. Et le thème c'était pas de patrouille, et j'ai réussi à trouver la mascotte Marcus, bien évidemment, et bon bien sûr à la fin tout le monde m'a sauté dessus et j'ai vécu ce qu'une mascotte doit vivre des fois, c'est insupportable. Voilà, donc si vous cherchez des jobs d'été, n'hésitez pas à faire mascotte pour Disneyland Paris ou pour le parc Astérix. Alors on va faire un petit point à l'heure où nous enregistrons ces lignes sur les playoffs, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans vos sports préférés, c'est les playoffs.
quand je dis sport préféré, actuellement il y a les playoffs en NBA et en NHL. Donc côté NBA, on a déjà entamé le deuxième tour, donc je vous passe le speech du Playing Tournament pour les derniers slots disponibles en playoffs. On va directement attaquer le tableau principal. Donc le Jazz a mis 4-1 aux Grizzlies pour passer au tour suivant. Les Clippers et Dallas se sont bien bastonnés et c'est les Clippers qui sont passés 4-3 au second tour. Ensuite on a eu un magnifique Denver-Portland avec Portland qui était quand même un peu démuni face à Denver. Donc Denver est passé 4-2. Les Suns ont tapé les Lakers 4-2. Avec des Lakers un peu diminués et blessés, moi je suis très content. Allez les Suns. Il y a eu des polémiques avec LeBron aussi, je sais pas quoi, qui se roule par terre. J'ai même pas suivi, je t'avoue, mais. Non, j'ai pas vraiment suivi non plus. Ah, okay. Non, moi ce qui m'a fait mal, c'est surtout Portland avec le pauvre Lillard qui est quand même. Ah ouais, monstrueux. Qui faisait le café, mais il est tout seul quoi dans l'équipe. Donc c'est horrible. T'es un joueur extraordinaire et t'as pas le supporting cast à côté pour faire des grands playoffs. Non, moi je suis content pour les Suns, ça fait plaisir de voir des Suns en playoffs et qui passent un tour. Rayonnant, les Suns. Ouais. Et surtout que j'ai mis les Suns gagnants de cette NBA dans le concours Brooklyn Fizz. Ah. Donc comme je veux gagner le concours, allez les Suns. ne me faites pas perdre. Et même si tu le gagnes, tu n'iras pas chercher ton bon, donc tu auras deux bons plus. C'est ça. De l'autre côté, on a Philadelphie qui a mis 4-1 à Washington. On a eu une très belle série aussi entre les Knicks de New York qui retrouvaient les playoffs depuis une éternité face à Atlanta. Un petit tour et puis Atlanta qui a mis... Voilà, c'est ça. Bah ouais, Atlanta a mis 4-1. On a eu Milwaukee face à Miami. Alors Miami, ils étaient rincés, hein. C'est les finalistes de la saison précédente. Ils se sont fait rouler dessus par l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Ils ont pris 4-0. Voilà. Et on a eu une très belle série aussi entre Brooklyn et les Celtics. Mais c'est Brooklyn qui a passé le premier tour 4-1. Le second tour, ça a commencé à être joué. Et donc on a 1-0 sur le Jazz par rapport aux Clippers. Donc avec un magnifique contre dans les toutes dernières minutes du match de notre Rudy Gobert national. Phoenix mène 1-0 à l'heure actuelle face à Denver. Philadelphie et Atlanta, pour l'instant, ils sont à égalité, un partout. Et Brooklyn mène 2-0 face à Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Voilà l'état des playoffs actuellement. J'espère que, en tout cas pour ceux qui suivent la NBA, vous passez d'agréables playoffs. Côté NHL, est-ce que tu as suivi mon Greg? Pas du tout. Ouais, j'ai survolé. Alors le truc qui m'a... Il y a deux choses. Moi je suis l'Avalanche parce que y a Bellemare, donc j'aime bien voir... Puis il est quand même souvent dans les bons coups dans ces dernières années en NHL, donc je suis son équipe. Voilà, finale. Il était en finale avec Vegas. Avec Vegas, il a toujours fait quand même des beaux parcours. Et puis... Meilleure finale ever d'ailleurs au passage. Ouais, voilà. Parce qu'un grand joueur a soulevé la coupe. Non, mais le plus grand, c'était une belle... En plus, c'était la première année où la franchise évoluait, donc c'était une histoire incroyable. Et là, j'ai suivi parce que ça me fait un petit peu rire. Ça y est, Montréal est on fire, mais ça y est, tout le monde... ça y est, on va soulever la coupe. C'est improbable. Ouais, enfin bon, c'est improbable. Mollo quand même, l'enflammade. Ouais, calmez-vous. Alors, c'est déjà, jouable. On va vous raconter un peu ces playoffs. J'ai regardé quelques matchs. Super intéressant. Donc l'Avalanche du Colorado a mis 4-0 au premier tour face aux Blues de Saint-Louis. Ça c'est fait. On passe au tour suivant. Les Golden Knights ont gagné 4-3 face aux Wild du Minnesota, donc une série très accrochée. Mais ils ont passé le premier tour. Deuxième série hyper accrochée, c'était Toronto, donc les Maple Leafs de Auston Matthews, Miner et compagnie, qui affrontaient les Canadiens de Montréal, auxquels personne ne donnait un espoir. Et Montréal a gagné 4-3 la série. Ils sont passés au tour suivant avec un Price très solide, Philippe Danault solide aussi. Donc c'est super incroyable. Les Oilers, nos amis les Oilers, qu'on va encore tailler une année de plus, ils se sont pris un petit 4-0 au premier tour face aux Jets de Winnipeg. Donc voilà, pas Auston Matthews, Connor McDavid, alors on est où? Draisaitl, on est où? Hein? Nugent Hopkins, réveillez-vous les mecs, hein? Ouais, on est les plus grands joueurs de hockey, mais ça fait rien en playoff, ça meurt en poule, hein. Voilà, ça me fait bien plaisir.
Alors ensuite, on a les Pingouins qui se sont fait déboîter par les Highlanders de New York. Alors Highlanders de New York qui jouent super bien, surtout depuis l'arrivée de Barry Trotz au coaching. Barry Trotz, l'ancien coach des Capitals de Montréal, de Washington. Oh là là, sacrilège. Mais donc ils ont mis 4-2 aux Pingouins qui sont un peu vieillissants et qui commencent à s'essouffler. Boston a mis 4-1 à Washington, j'ai pleuré, voilà. Parce que Ovechkin est sorti comme une merde au premier tour, comme trop souvent d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que quand il passe un tour, généralement il fait finale et il gagne une coupe. Il en a gagné qu'une. Bon bref. Carolina Hurricanes ont mis 4-2 aux Predators de Nashville. Et les Tampa Bay Lightning ont mis 4-2 aux Panthers de Floride. Au second tour, on a Las Vegas qui mène 3-2 face à l'Avalanche du Colorado. On a Montréal qui a mis 4-0 à Winnipeg. Donc Montréal est au troisième tour des playoffs. Les Highlanders qui mènent 3-2 face à Boston, série très très accrochée. Et on a Tampa Bay qui a mis 4-1 aux Hurricanes qui passe au tour suivant. Alors Greg, petit débat que je vais lancer là, j'ai remarqué un truc, que les équipes qui mettaient des 4-0 au premier tour souvent se faisaient taper au tour suivant. Qu'en penses-tu? Es-tu d'accord? Est-ce que tu penses que ça se confirme statistiquement ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit de mon cerveau malade? Ah ouais, là, tu me prends de court, je t'avoue que... après je pense que dans le monde du sport, même hors hockey, quand tu mets souvent une claque comme ça, c'est dur de confirmer derrière, où t'es en repos un moment. Les autres, ils ont peut-être fait 6 matchs au lieu de 4 et ils arrivent encore dans la dynamique. Ouais, parce qu'en fait, ils sont dans le dur tout le temps. Et moi, c'est mon avis. Alors, peut-être que je me trompe et que ça se révèle pas statistiquement, mais j'ai l'impression que les équipes qui mettent des 4-0 au premier tour se font tout le temps défoncer derrière. Ou alors c'est des monstres. C'est des monstres et ils détruisent tout du début à la fin. Voilà, mais à mon avis, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que ça se confirme dans tous les sports ou pas? Est-ce qu'il y a des statistiques qui nous le confirment? Les amis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur nos prochains podcasts. On sera intéressé d'avoir vos avis. Voilà pour les playoffs. Une autre petite news, on va enchaîner. On enchaîne, on est comme ça, on raconte nos vies. Et c'est ça qu'on aime. Hein, mon petit Marcus? Hey. Alors, on a notre ami Patrick Tapin, dont vous allez avoir l'interview dans cet épisode, qui va sortir une nouvelle collection de box nommée 2021-2022 X-Kiss Variance Série 1, qui sortira le 12 juillet 2021. Et la série 2 sortira normalement le 17 novembre 2021. Voilà. Donc on vous mettra le visuel de la collection. Ouais. Il a sorti un peu la page premium là, de sa collection. Ça a l'air vraiment sympa. Avec le visuel des ceintures, les boxeurs, une boxeuse. Ça a l'air bien sympa. Ouais, ça a l'air cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez commencer cette collection. Et puis, tu parlais de sport US, donc nous en baseball, parce que je sais que c'est pas. T'as parlé, il y a des sports et puis après il y a le baseball pour toi. La saison est en cours, donc ça, bon, c'est pas. Par contre, la grosse news, c'est la reprise du championnat de France ce week-end. Et un petit big up entre guillemets à Charles-Antoine qui, lui, est gérant de la page Baseball France et qui va aller sans doute. Faire des petites interviews et aller à l'opening day sur le terrain des Boucaniers de La Rochelle. D'accord. Voilà, donc c'est la reprise pour tous les cool. amateurs aussi. Ça y est, c'est le retour de la compétition, du sport collectif, donc ça fait du bien. Et sachant que nous, le 14 juillet, maintenant vous le savez, on en a discuté, on sera à la Coupe d'Europe Seb de Sénart. Il est temps aussi pour les équipes... pas pro, semi-pro ou pro de la D1 de pouvoir aussi faire des matchs parce que la compétition va manquer, je pense. Ouais, d'ailleurs on m'a contacté, on m'a dit viens avec ta grosse batte. J'ai dit peut-être parce que j'ai une moyenne au bâton incroyable. Et vous voyez, je fais genre je connais ce sport. Voilà. Il suffit de dire moyenne au bâton, marbre et Coco Crips et on passe pour un pro. Et c'est l'occasion aussi de remercier, donc on a fait le live avec French MLB, toute l'équipe Multiplex, super sympa, le live a bien plu. Donc c'était vraiment une belle collaboration et je pense qu'on pourra refaire ça, c'était bien sympa. Exactement, on va remercier aussi nos amis de chez Cardass Social Crew avec qui on a fait un petit live, enfin c'était pas un live, c'était un podcast enregistré. Alors ça sortira...
Voilà, ce sera ça. Alors, on devait être invité, puis en fait, on s'est pas retrouvé vraiment invité. C'est un sorte de podcast, un crossover. Donc en fait, c'est un podcast. Vous allez retrouver à la fois sur leur page à eux et sur notre page une sorte de hors-série où on discute, on raconte plein de conneries. C'était très très sympa. Yes. Donc merci à vous. Je voulais également faire un petit remerciement personnel. Je tiens à remercier Lolo Laurent, un collectionneur du groupe multisport de Facebook, qui m'envoie régulièrement des petites enveloppes surprises avec plein de cartes, et il m'a encore fait un magnifique cadeau avec plein de cartes des Steelers et des Vikings pour ma femme, donc merci encore à toi, c'est hyper gentil. Super ça. Voilà beau gosse, t'avais aussi un petit pack à ouvrir. Alors voilà, allez, on fait une petite ouverture en live, c'est pour remercier nos amis de USFC, c'est Christophe qui nous a envoyé un pack de première édition Front Row 1991 Basketball, mais version japonaise et anglaise, donc on mettra aussi une petite photo. Tu mettras les photos sur les réseaux. Voilà, comme celle de Patrick Tapin sur sa X-Kiss collection, on vous mettra tout ça. Alors voilà, Adrien, c'est toi le spécialiste plus basket, 1991. Voilà, ouais, Steve Hood. Voilà. Ouais, je connais pas, désolé. Non. Dale Davis. Yes, lui il me dit quelque chose. Patrick Eddy. Ouais, je connais Georges Eddy, mais. Le spécialiste de sport américain. Yes, Kes Hughes. Yes. C'est flou, mais c'est pas grave. Oui. Tu me les montreras en Chris photo. Gatling. Yes. Myron Brown. Yes. Ah, ça, on entend on voit que c'est les vieilles cartes, ça colle un peu. Eric Murdoch et Chad Gallagher. Et en fait, en très mauvais spécialiste de basket, oui, bah forcément les front row, on n'est pas sur des cartes licence NBA. On est sur je pense c'est des équipes, alors que je dise pas de bêtises, mais c'est je ne sais pas là, ça doit être soit du Arkansas State, ça doit être c'est quoi, du college ou du high school, j'en sais rien. Ouais, c'est fort probable. Tiens, une dernière news, tant que j'y pense, on a atteint un sommet de ridicule ces derniers temps. Oui. Voilà. NCAA. Ouais, donc c'est ça, c'est le basket universitaire. Yes. Dernière news, je disais. On a atteint un sommet de ridicule et de nullité, parce que maintenant vos trading cards, quand vous faites un match de boxe, vous pouvez les porter autour du cou. Oui. Notamment si vous avez une petite carte gradée de Dracofeu, Charizard en anglais. Voilà, vous rentrez avant de vous taper contre Floyd Mayweather Jr. sur le ring, vous mettez votre petite chaîne en or de rappeur, vous accrochez votre carte de Dracofeu série 1 gradée chez BGS qui vaut 150 000 $, c'est ça? Voilà, voilà. Et vous passez pour un mec imbuvable aux yeux du monde. Et ça, c'est incroyable. Ah ouais, imbuvable, moi je trouve que c'est marrant au final. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était d'un ridicule. Bah, déjà de base. Oui, c'est ridicule, mais parce que tu dois faire le cador, mais je sais pas, c'était quoi le message au final? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est mieux que d'arriver avec un pendentif avec $1 dessus en or? Ouais, je sais pas, mais tout était ridicule. Ce combat était ridicule aussi. Ah ouais, j'ai pas suivi. Ouais, tu sentais que les deux ils faisaient ça pour la thune quoi. Mayweather il en a rien à foutre, mais je sais pas. Bon bref. Mais apparemment il aurait écouté la rubrique protéger ses cartes, puisqu'il l'avait bien mis dans un magnétique. Ouais. Bah surtout il l'a retiré pour le combat. Fallait pas jouer au con. Il aurait pas été gradé à la même. À quand les protège-dents fabriqués en morceaux de cartes? Voilà. On attend de voir. C'est un truc pour Maître Magouille ça. Ouais, Maître Magouille est sur le dossier. D'ailleurs, Maître Magouille s'est fait voler une de ses idées. Je sais pas si t'as vu cet artiste italien, je crois, qui a vendu une œuvre qui n'existe pas. Ah oui, transparent. Il a vendu 15 000 balles. Et alors, l'acheteur a reçu un certificat d'authenticité, comme quoi l'œuvre était vraiment authentique, qui décrit vaguement l'œuvre et qui décrit comment entreposer l'œuvre. Donc, il faut entreposer l'œuvre dans une grande pièce vide et faire un marquage au sol avec du scotch rouge pour indiquer que l'œuvre est entreposée à cet endroit-là. Attention, fragile. Et ça me fait penser, on discutait sur Twitter avec Juju et avec Olivier qui est collectionneur de Captain Tsubasa. Un gars, pareil, il a mis sur eBay à je sais plus combien une photo imprimée d'une Dracofeu ou un truc comme ça. Il la met à genre à 1 500 $. Et je disais, oui, nous, oui, voilà. Et nous, on va la mettre en NFT, son truc, 2 fois plus cher. Non, mais on arrive à des trucs, c'est.
Non, voilà, donc il y a des bons gros gogoles en ce moment, donc si vous voulez faire des bons billets, vous pouvez faire ce genre de truc. Non, bien sûr, c'est une vanne, ne faites pas ça, on n'incite pas les gens à faire ce genre de conneries. C'est vraiment déplorable pour tout le monde, ça abaisse le niveau moyen de l'humanité. Déjà qu'il n'est pas très haut, alors ce serait dommage d'éteindre les lumières, hein, comme on dit à Mykonos. C'est ça. Voilà les amis, on va s'arrêter pour ces news qui durent 3 heures, et on va passer à la suite. Allez, let's go. Tu es d'accord Marcus? C'est parti. Maintenant, retrouvons nos amis de chez Guru. Alors, on vous fait une petite introduction, un prélude, comme disent les scientifiques de la langue française, la grande classe, hein, t'as vu ? J'essaie d'avoir un vocabulaire soutenu, pour vous mettre dans le contexte de cette interview. Alors, Greg, pourquoi avons-nous fait cette interview ? Oui, alors faut remonter, alors on dirait un prof d'histoire, il faut remonter à la période de nos premiers épisodes avec nos amis québécois et canadiens de Chronosio. Donc j'espère que vous vous souvenez. Et on avait parlé d'un système qui pourrait scanner et référencer vos cartes et avoir ce listing tant convoité, puisque quand tu as des milliers de cartes, c'est un peu compliqué. Et en fait, en creusant un petit peu, on a trouvé 2 ingénieurs français qui ont inventé un système de scanner pour les cartes Magic et qui fait parfaitement cette mission. Et donc on les a interviewés et le problème c'est qu'on a eu un petit souci technique. Voilà, alors le souci technique c'est que vous le savez, hein, vous avez votre cher Adrien qui est nul à chier en technique et qui a pas enregistré le début de l'interview. C'est pas exactement ça, mais on va résumer. Voilà, je vais prendre la faute sur moi. Et donc le décollage est brutal. Voilà, c'est un peu raide, donc on vous met le contexte. Yes. Et donc l'interview débute après que j'ai raconté ma vie, hein, parce que j'aime bien raconter ma vie, hein, c'est un peu une séance de psy ce podcast. Alors, et du coup je racontais que j'étais collectionneur de Magic, je le suis toujours, et que j'ai des cartes à ne plus savoir quoi en foutre chez moi, j'en ai partout. Et que j'aurais bien aimé à l'époque avoir quelque chose qui automatisait la manière de répertorier mes cartes. Et d'avoir un fichier informatique pour pouvoir après éventuellement proposer des cartes à l'échange, etc. etc. C'est ça. Et j'aurais eu cet outil à l'époque, j'aurais été le plus heureux du monde. Voilà. Et donc l'interview commence là-dessus et on discute avec les amis de chez Guru sur leurs projets et leur business model. Voilà, donc je vous propose d'attacher vos ceintures et attention, armement au toboggan. Let's go! C'est intéressant parce que moi j'ai collectionné pendant longtemps les Magic et c'est vrai que c'était une galère de pouvoir répertorier ces cartes. Voilà. C'est vrai que c'est un gain de temps. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que la genèse du produit est née. Hein, c'est que... je me doute parce que quand on veut faire un tournoi, retrouver ses cartes et tout, c'est... Oh non, en fait, c'est pire que ça. En fait, pour un peu la genèse du produit, donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été collectionneur de Magic il y a très très longtemps, plus de 20 ans. D'accord. J'ai arrêté et après, la vie a fait que je me suis dit tiens, pourquoi je m'y remettrais pas ? Et donc là, j'ai commencé à vouloir acheter des cartes à l'unité et je suis parti dans un magasin sur Toulouse et j'ai acheté une centaine de cartes à l'unité. Ouais. Et la personne a mis 1 heure pour te les sortir, pour me les vendre. Ouais. Parce qu'il devait checker sur sa base en ligne, etc., la déstocker, etc., etc. Et je me suis dit quand même, avec la technologie d'aujourd'hui, c'est fou, pour à peine 100 cartes, parce que 100 cartes au final, c'est pas non plus énorme, de devoir attendre 1 heure derrière un guichet que quelqu'un nous les sorte. Donc en fait, c'est comme ça que c'est fait. D'accord. Que c'est arrivé. Et après, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc au début, c'était vraiment tourné vers les magasins qui vendent des cartes, exactement. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut l'aider à vendre plus vite et à éviter ces files d'attente de fou qu'on a justement derrière les comptoirs. Ouais, d'accord. Et à partir de là, on a fait des protos, on a fait des boîtes, on a fait le logiciel et puis après on s'est dit tiens, on le vend. D'accord. Voilà. Et donc c'est toute l'idée complète. Enfin, il y a quand même, ce qui est un peu aussi peut-être un peu fascinant aussi autour du produit, c'est qu'il y a vraiment tout qui a été conçu de A à Z. D'accord. Okay, donc au début, on utilisait un Fab Lab sur Toulouse où on faisait nous-mêmes le découpage, le collage des plaques, la peinture, parce qu'en fait pour le mécanisme. Fab Lab, excuse-moi. En Fab Lab, c'est une entreprise qui met à disposition un certain nombre d'outils
Ok. Voilà, des communautés. Donc il y avait une fraiseuse laser en fait. Ah oui, Il y d'accord. avait une fraiseuse numérique, une découpe laser, et après d'autres trucs qu'on n'a pas utilisés. Voilà. D'accord. Donc on a commencé par faire ça, voilà, fabriquer les boîtes le week-end pour pouvoir les vendre, donc découper les plaques. Ah, sacré taf. Ouais. Ouais, les coller, peinturer à l'intérieur, parce qu'en fait pour l'algo de détection et de reconnaissance des cartes, faut qu'il y ait du contraste lumineux. Logique. Voilà, il y a une petite plaque électronique à l'intérieur qui pilote une caméra, qui pilote de la lumière. Il y a des réflecteurs à l'intérieur de la boîte pour que la lumière soit optimale. Donc vous étiez du métier, enfin vous aviez des métiers en relation, non? Bon, on est En fait, ingénieur en fait. Ingénieur en Ah ouais. électronique informatique, ouais. Oui, quand même. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Et c'est en quelle année que le projet est né, le tout il y a début? 2 ans, 3 ans C'est maintenant. 2016. 2016. D'accord. C'est en 2016 parce qu'il nous est arrivé professionnellement dans notre vie de tous les jours, nous est arrivé une petite mésaventure, c'est que donc on travaillait pour une grosse société américaine qui a fermé son site sur Toulouse. D'accord. Et en fait, le site a été acquis par une entreprise française. Et l'acquisition a duré 1 an. Donc on a été en sous-charge complète pendant 1 an. Et donc on a pu travailler sur ce projet-là pendant 1 an en fait. D'accord. Ok. Et c'était les cartes Magic qui vous avaient réunis, vous vous connaissiez avant et... On Non, travaille non, dans la même équipe. On travaille dans la même D'accord. équipe. Là. On travaille dans la Ouais. même équipe. Voilà. D'accord. D'accord. Donc c'est Et vous pensez étendre le système à d'autres jeux comme Pokémon, Yu-Gi-Oh ou Oui, c'est en cours, mais après la D'accord. problématique qu'on a, c'est ça dépend aussi parce qu'on Des ne vit pas éditeurs. de ça. Non, Ah mais on ne oui. vit pas de ça. Ah oui, d'accord, oui, logique. Donc on a aussi de la charge à côté parce qu'on a des métiers quand même qui sont somme toute très prenants. Donc on essaye de le faire parce que déjà on a les mises à jour de Magic à faire. Aujourd'hui ils sortent des nouvelles extensions tous les mois et demi. Oui, alors d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous récupérez une sorte de base de données officielle de Wizards, donc l'éditeur de Magic, si c'est toujours Wizards? C'est toujours. Ouais, parce que moi j'ai arrêté à Zendikar, donc ça date un peu. Et vous récupérez donc une base officielle, vous êtes obligé de saisir toutes les données avant pour les réutiliser? Moi je scrub en fait le site de Wizard D'accord. qui s'appelle Gatherer dans le cadre de Magic D'accord. et je me recrée ma propre base de données à partir des informations présentes Ok. sur le Ouais, site mais de Wizard. il n'y a pas d'API ou de choses comme ça qui... Non, rien du Ah tout. ouais, donc c'est un sacré taf. Bon, j'ai développé quand même des outils pour m'aider, je suis informaticien donc je... Ouais, je me doute que c'est pas fait manuellement, mais... Non. Mais oui, après, oui, il y a du taf. Le taf, il n'est pas forcément de récupérer les données de chez Wizard, mais c'est surtout le cross-check avec la plateforme de vente. Oui. D'accord. Parce que eux aussi ont leur propre base de données avec des identifiants qui ne sont pas Ouais. du tout communs à Wizard. Donc tu es obligé de faire des middleware pour adapter les C'est ça. formats de données. Ouais. Ok. D'accord. Donc ça, Et je l'ai fait pour Magic, c'est fait, et pour Pokémon, je suis en cours. Mais comme je dis, ça D'accord. prend un peu de temps parce que parfois je suis pris ailleurs, comme on dit. Et la base de données, du coup, chez Magic, par exemple, en termes de nombre de cartes, ça représente combien environ? 100 et quelques milliers de cartes. D'accord. Je peux Ouais. vous dire ça exactement. C'est à peu près entre 150 et 300 cartes par extension, c'est ça? C'est ça. En moyenne, Oui. de mémoire. Et vous gérez aussi du coup, je suppose que quand vous scannez une carte, vous gérez l'icône de l'édition. C'est-à-dire que, par exemple, Colère de Dieu, qui a été référence de vieux, mais Colère de Dieu qui a été réédité dans 50 éditions, enfin 50, plein d'éditions On différentes. détecte l'édition. Ouais, d'accord. Et est-ce On détecte que... l'édition et Ouais, on propose la carte dans la bonne édition, dans la bonne langue. super. Donc j'ai vu que vous détectez si la carte est foil ou pas. Non, ça, on Ah, ne sait pas faire encore. par contre. Encore. Foil ou pas, c'est pas possible. On y a passé du temps, Mais ouais, d'accord. mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je connais personne qui le fait. Ok. Ouais, ça faut c'était à la main, c'est-à-dire en gros faut Faut faire rentrer des la séries de scans de foil, Ok, d'accord. voilà, pour pas avoir changé les settings de carte en carte quoi. Ah oui, mais vous pouvez préciser le settings avant. Vous dites, Oui. je fais pas toutes mes foils. En fait, ça, c'est cool. On peut présetter tous les settings que vous avez vus dans la vidéo. Tous les settings sont présettables, D'accord. Ah, c'est ce intéressant. qui permet après de scanner en lot en fait. C'est ça. Parce que nous, pour les cartes de sport, j'avais commencé à monter un système et les métadonnées c'est interminable quoi. Parce qu'il y a l'équipe à saisir, le joueur. En plus, le joueur, il peut changer d'équipe en cours de saison, etc., etc. Donc c'est infini quoi. Non mais ça, nous, on sait le gérer en fait. Sur la carte, du moment qu'on a D'accord. l'information sur la carte, Oui, parce après, que on en sait- plus, les informations sont toujours les mêmes d'une édition à une autre, enfin ou quasiment. Donc Ouais, donc voilà.
Voilà, donc après c'est pareil quand on a des langages, je sais pas, je crois comme le russe là où Ah oui, c'est un peu plus compliqué de faire de la détection. Bah, si vous précétez en russe, tout de suite vous augmentez les taux de détection et on passe sur des niveaux supérieurs à 95%, quoi. d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'avais la gestion de la langue. Et pour les cartes double face, alors il y en a très très peu, mais il y en a Oh non, quelques-unes. il y en a beaucoup plus maintenant. Ah ouais, bah, avec les dernières éditions, j'ai Ouais, vu il y en a qu'ils plus. ont sorti les landes et tout ça là, et puis les Planewalkers. Elles sont gérées. Elles sont gérées. Donc peu importe la phase qu'on passe, je suppose qu'après avec la base de données, il fait la jointure automatiquement. Ouais, Ça, ok. ça marche. Ouais, ok. Ah, c'est super intéressant comme format, enfin comme système. Ouais, et donc c'est pas du tout un scanner mécanique, c'est-à-dire que la carte elle rentre pas entre des rouleaux ou ce genre de Non, truc, justement, c'est on juste a voulu éviter ça parce que les cartes, elles peuvent coûter un peu cher. Ouais, certaines. ouais. Et les gens n'auraient pas été prêts à mettre des je cartes me qui doute. coûtent cher dans ce type d'appareil. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on insère la carte et on la laisse tomber gentiment. D'accord. Et on ce peut qui Excusez-moi de vous couper la Oui. parole, j'ai beaucoup de questions. Et on peut l'insérer avec un top loader et des protections ou ça, Un perfect fit. Perfect fit. Ah oui, c'est les sleeves. Ouais, c'est les sleeves qui font vraiment le très serré. format de la carte. Ouais, ok. Ok. Ah, c'est intéressant. Intéressant. J'avais quoi d'autre comme question Et du coup, parce que c'est ça, sur votre site, où est-ce qu'on peut la trouver en vente? Faut vous contacter directement ou? Alors aujourd'hui, on est en vente sur Card Market, Oui. qui est un gros site en fait de vente de cartes, on va dire tout ce qui est cartes de jeu, trading D'accord. card de jeu, pas forcément de collection de sport par exemple, Oui. mais toutes les cartes de jeu sont référencées chez eux et aujourd'hui on peut acheter le scanner et les abonnements sur leur site ou en direct, mais aujourd'hui il y a peu d'intérêt pour les gens de passer en direct. On peut le faire, mais c'est plus contraignant parce que on ne prend que des virements bancaires. Donc c'est un peu plus Parce contraignant. qu'en fait, donc le système est aussi lié à un abonnement, c'est ça? Oui. Oui, Ouais, d'accord. c'est ça. C'est qu'en fait, on vend le scanner et après, donc, on a différentes formules d'abonnement. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, faut payer un abonnement mensuel Très bien. qui vous donne un droit illimité de scanner et aussi illimité d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Parce que l'intérêt, c'est quand même ça, c'est que ça permet d'uploader ou de downloader votre base numérique sur Card Market. Vous vendez des cartes, vous déstockez. Vous rentrez des cartes, vous les mettez dans le scanner et 10 secondes plus tard, elles sont en vente sur votre site sur Card Market, quoi. C'est ça. Grosso modo, si je fais un petit rapprochement par rapport à la petite histoire que je vous ai contée auparavant, pour faire 100 cartes, la personne avait pris 1 heure pour pouvoir me les vendre parce que justement, il devait les déstocker de Card Market. Oui. Avec nos scanners, ça lui prend, même pas 5 minutes. Ouais, Le gain de temps est super. Et après, je suppose que lui, enfin le vendeur ou vous-même, vous avez prévu des API avec, par exemple, genre les logiciels de compta comme EBP, etc. Non, parce Non, que d'accord. la problématique qu'il y a, c'est que bon, après ça, il faut aller faire une adaptation pour chaque vendeur parce que chaque professionnel vendeur entre guillemets a son outil différent. sa propre méthode et parfois il veut pas non plus forcément le mettre en compta par exemple. D'accord. Tout bêtement. Et en fait, quand ils déstockent de Card Market, ils peuvent aussi directement faire des ventes de Card Market. Donc parfois, ils préfèrent utiliser Card Market pour tout ce qui est, on va dire, paperasse ou autre. Donc c'était assez hétérogène en fait. Donc c'était assez compliqué de trouver un moyen simple je me doute. de lier directement avec la caisse. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous décomptez combien d'abonnés, et de systèmes vendus? Ou alors les systèmes vendus. Ouais, système, je peux en regarder, mais à peu près, hein, c'est pas une soixantaine, je pense. Hein. D'accord. On en a 92 systèmes vendus exactement. D'accord. Donc c'est quand même ouais. Moi je pense et vous n'avez pas d'abonnement on va dire spécial collectionneur, c'est vraiment plus orienté pro quoi en fait. Oui, voilà, ça c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est le problème. C'est pas forcément un problème. Non, c'est pas un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous justement pour organiser des collections. C'est-à-dire, ils aimeraient, entre guillemets, pouvoir scanner toute leur collection, sortir un fichier CSV, Excel ou autre. Après, le problème, c'est que nous, on n'a pas vraiment trouvé de business model qui colle, en fait. Parce qu'il faut quand même qu'ils achètent la machine. La machine, elle coûte, on va dire, 250 € hors taxe.
Donc c'est déjà un petit investissement pour un collectionneur, on va dire. Et après, nous, on n'a pas vocation, entre guillemets, à vendre des machines. La machine, c'est un support au service. Ouais, je comprends. C'est un peu le business model Nespresso. C'est ça. Un comparatif. D'accord. Mais c'est intéressant. Une super idée. Non, parce que oui, nous on a eu Chronosio, donc qui sont des Canadiens, comme j'expliquais au début, qui ont un système de gestion de collection et eux arrivent à scanner donc certaines cartes, celles qui sont pas trop épaisses, via un scanner normal et pareil sont répertoriées. Possibilité de les mettre en vente sur un site. Et eux, par contre, donc c'est pas un logiciel, mais le système payant se répercute sur un pourcentage de la vente sur eBay après, en fait. C'est ça. Ouais, ça c'est ça. C'est quelque chose qu'on aurait voulu faire, mais en fait, quand on y a pensé, quand on a réalisé le potentiel et surtout le nombre de cartes que certains de nos collectionneurs ou professionnels scannaient par mois, c'était trop tard. On avait déjà mis un prix d'abonnement à 99 € sur de l'illimité. D'accord. Repasser sur une tarification à la carte. Oui, ça aurait été compliqué. C'était ultra compliqué en fait, ça devenait ultra compliqué. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui ont scanné 100 000 ou 200 000 cartes dans le premier mois. Ah oui, c'est impressionnant. Pour 99 €, effectivement, on a raté du business, ça c'est clair. Oui, après c'était vos débuts. Oui, d'accord. C'est comme ça. Oui. Non, mais après il y a peut-être aussi quelque chose à développer. Enfin, moi je vois en sport US là le volume de cartes c'est monstrueux, mais dans le sens où pareil le système Chronosio est quand même assez intéressant. Mais là, vous la plus-value c'est d'avoir cette machine et cet abonnement qui à côté fournit une base de données. Donc il y a quand même un super concept. Chronosio, eux, ils utilisent des scanners du commerce en fait. Ils n'ont pas fabriqué de scanners spéciaux. Alors ils recommandent des gammes de scanners précis, mais la plupart fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de listing. Il faut quand même saisir après derrière des métadonnées. Ah ouais, donc ça c'est. Mais c'est vrai que par contre, c'est ça. Et puis le problème, c'est que dans les cartes de sport, il n'y a pas vraiment de métadonnées uniformisées. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs éditeurs de cartes, c'est compliqué d'avoir un format générique pour tout le monde. Quand vous dites plusieurs éditeurs, c'est quoi ? Il y a Top. Une vingtaine. Non, il y en a une dizaine. Enfin, il y en avait même. Non, mais ça dépend les années. Dans les années 90, il y avait une vingtaine, trentaine de marques. Enfin, selon les sports, c'est pas les mêmes marques. En plus, des fois, les saisons sont sur 2 années, 1989-2000, donc les chiffres sont compliqués. C'est vrai que c'est beaucoup plus contraignant, je pense. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait aussi moi à mon niveau, pour justement pouvoir matcher avec les bases de données cloud des plateformes de vente, j'ai dû uniformiser à mon niveau en fait. C'est-à-dire après je fais un cross-check parce qu'effectivement par exemple les données, les métadonnées, on va appeler ça comme ça, les métadonnées des plateformes de vente ne sont pas du tout les mêmes que Wizard par exemple. Parfois elles ne matchent pas du tout. Moi, ça m'étonne pas. J'ai fait tous les algos qui vont bien pour rematcher automatiquement toutes les métadonnées sur un format que moi j'ai décidé. D'accord, qui englobe l'ensemble des possibilités, de façon justement à pouvoir uniformiser et proposer quelque chose qui soit standard au niveau du scan et au niveau de la détection. Donc en fait, la problématique que vous citez, je pense qu'elle peut être entre guillemets résolue de cette façon-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je entends ce que vous dites, c'est-à-dire que les métadonnées sont pas les mêmes, mais par contre, on peut faire une enveloppe globale et après les classer par catégorie, parce que même si les métadonnées sont pas exactement les mêmes, les catégories de métadonnées, peu ou prou, elles vont quand même se retrouver. C'est vrai qu'en tout cas, votre idée de pré-checker certaines données, par exemple, on va se dire, tiens, aujourd'hui, je vais scanner toutes mes cartes de Jordan, par exemple. On saisit dans le logiciel, là, ça va être des Jordan, et donc on scanne, et comme ça, le scanner pourrait essayer d'identifier juste certains paramètres comme l'année ou la marque. Et dans l'absolu, vous n'avez même pas besoin de le faire en fait. Dans l'absolu, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était pour augmenter le taux de détection de la langue, par exemple. Non, mais dans l'absolu, le logiciel est capable de détecter un Jordan saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, telle équipe ou telle équipe. Ça, c'est le faire intrinsèquement de par l'algo de reconnaissance qu'on a créé. À condition d'avoir la base de données, le problème il est là. Parce que pour les sports, c'est quasiment impossible d'obtenir les bases de données, quoi.
C'est Il faudrait être lié avec. Alors, c'est par abonnement. Par exemple, Beckett, qui est le guide officiel qui référence les cartes. C'est un peu l'équivalent du Lotus Noir. Voilà, vous avez le listing officiel. Maintenant, ils sont très. Des Américains. Ils regardent. Leurs données, donc si on va taper dedans, même on les récupère. Donc, il faudrait surtout avoir un accord avec eux, je pense, pour. D'accord. Et du coup, là, c'est quoi ce business sur les cartes de sport? C'est-à-dire, donc les gens achètent, collectionnent? Ouais, c'est de la collection, comme vous avez en France sur les cartes de foot, par exemple. Sauf que là, c'est vraiment des cartes physiques, du vrai carton, quoi. C'est pas des stickers, c'est des albums. Mais du coup, les gens, ils en font quoi, en fait? Pourquoi il y a un business? Pourquoi il y a un besoin de scanner ces cartes-là, en fait? Parce que, par exemple, moi je prends en baseball où mon joueur que je collectionne, il y a une checklist de plus de 20 000 cartes. Donc déjà, pour moi, gérer ma collection. Et puis, on est sur des valeurs de cartes qui vont de quelques dollars à certaines plusieurs millions de dollars. Donc en fait, de référencer sa collection, pareil, pour savoir si vous avez quelqu'un qui vous propose un échange ou une vente, pour savoir si vous l'avez. Il y a plusieurs déclinaisons, ce qu'on appelle des parallèles. Donc des fois, il y a X parallèles, donc c'est très compliqué des fois de savoir où vous en êtes. Et puis après, il y a un marché de valeurs. Donc il y a la valeur haute, la valeur basse, et puis le marché aussi un peu de eBay, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait foi. Et aujourd'hui, le marché est en train d'exploser. Donc on est sur des valeurs, les collections. Donc les gens mettent sur eBay, en fait. Ils scannent pour pouvoir mettre sur eBay. Voilà, c'est ça. Et Chronosio, en fait, eux offrent cette possibilité. Par contre, nous, c'est vrai que quand on a cherché une machine qui scannerait entre guillemets les cartes, on est tombé sur vous et on s'est dit c'est super le rapport, parce que la force de Chronosio serait, en plus d'incorporer votre système, et ce serait le système parfait pour. Je parle du sport américain, les trading cards. Et on trouvait vraiment votre idée top. Mais en fait, nous, pour la petite histoire, on est aussi parti au Canada et aux États-Unis. Pour essayer globalement de voir si on pouvait faire du business sur ce marché-là. Et autant au Canada, on a essayé de faire des deals avec des revendeurs là-bas qui voulaient nous prendre des licences, mais comme c'était des professionnels, c'était un peu plus compliqué parce que nous, on voulait pas s'embêter à gérer les stocks. Vous n'auriez pas pu, c'est pas le mot, mais dans le sens Wizard n'aurait pas pu, votre machine, c'est quand même révolutionnaire. Ça n'aurait pas pu les intéresser. Non, Wizard, ça les intéresse pas, en fait. C'est vrai. Ils sont trop gros, Wizard. Non, mais surtout, les cartes, c'est Wizard, ce qui les intéresse, c'est de vendre les cartes. Après, tout ce qui est marché parallèle autour de ces cartes, Wizard ne veut certainement pas s'en occuper. Par contre, aux États-Unis, vous avez plusieurs bourses ou de places de marché de cartes. Oui. Et effectivement, on est tombé sur une qui quelque part rentrait un peu, qui voulait rentrer fortement dans ce marché-là, et qui était à la recherche d'un scanner pour aller démarcher en fait les clients de la plateforme concurrente. Parce que quand vous avez déjà 30 000 références sur une plateforme, s'il faut tout rentrer à la main pour changer de plateforme, c'est tuant. Eux étaient à la recherche d'un scanner, et puis on était très proche de faire un deal, et en fait on a échaudé sur quelque part la juridiction dans le contrat. Eux voulaient absolument pas sortir des États-Unis, nous on voulait absolument pas y aller. On voulait avoir absolument une juridiction un peu plus neutre qui protège les IP. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors nous, dans notre travail tous les jours, on fait. Excuse-moi, les IP, j'ai pas en fait, la propriété intellectuelle. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Donc et donc on voulait être protégé contre ça. Et dans notre métier de tous les jours avec Olivier, on a l'habitude aussi de faire des contrats avec des grosses sociétés américaines. Et les grosses sociétés françaises ne font jamais de contrat en loi américaine. Font toujours en loi suisse, en loi anglaise, pour essayer de trouver Et eux n'ont pas voulu sortir des États-Unis, donc on a dit non en fait. Voilà. Très bien, d'accord. Non, mais c'est louable parce que. Mais c'est vrai qu'après, forcément, ils veulent aussi imposer leur système. Pareil, on a cherché à s'assurer. Parce qu'en fait, on pouvait aussi. Parce qu'il y a Vous avez déposé votre système ? Non. Non, on n'a pas breveté, non. Non, en fait, on n'a pas breveté parce que, du moins, en fait, l'intelligence du système dans la boîte en elle-même, c'est une boîte, les gens ils peuvent la copier, c'est pas très grave. Hein. Il vient vraiment de l'algo de détection et de comment on fait pour atteindre les 95 à 99% de taux de réussite de la reconnaissance. D'accord. Et ça, aujourd'hui, on est en close source, donc Ok. peu de chance. Il y a ça, voilà. Et donc sur la performance de l'algorithme aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que donc Card Market, qui est quand même la place numéro 1 en Europe et peut-être même mondiale, en tout cas dans le top 3 mondial des places de vente, ils ont voulu faire une application mobile Android et iOS. D'accord.
pour être capable, pour permettre aux gens de scanner unitairement carte par carte, hein, et puis d'obtenir des informations sur les cartes. Ils ont benchmarké énormément de technologies de reconnaissance et de nos compétiteurs. Et à la fin, ils ont signé une licence sur notre c'est bien. Sur notre algorithme. Ouais, ça veut dire que c'est performant. Ouais, j'ai une autre question. Est-ce que, alors vous m'avez dit que pour le foil c'était compliqué à détecter, mais enfin que ça marchait pas pour l'instant. Et pour l'état de la carte, si elle est mint ou abîmée, est-ce que ça c'est le problème de l'état de la carte, c'est que chacun a sa conception de l'état d'une carte. Ah oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc c'était plus ça notre problème, c'est-à-dire que oui, on aurait pu faire des algos qui détectent que j'ai une petite tache blanche en haut à droite ou un truc comme ça. Mais après, les gens, ils sont tellement pointilleux. Et c'est... Le mint de quelqu'un n'est pas le même mint Exactement. d'un autre. Ouais, je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent et on répond toujours la même chose parce qu'on, dans l'absolu, on pourrait. Bon, ça nous prendra un peu de temps à mettre au point. Non, puis il faudrait aussi scanner les deux faces parce qu'il y en a qui vont me dire le dos de la carte. Alors, le dos de la carte, on s'en fout à Magic. Enfin. Non. Quand on regarde une mint ou une near mint, on s'en fout pas. Les gens, ils je suis d'accord. Mais ça dépend des gens. Encore une fois, ça dépend des gens. Si tu peux jouer, moi j'ai récupéré des super cartes qui étaient un peu abîmées, mais juste parce que j'allais jouer dans un deck et je les ai pas eu pour cher. Ouais. Ok. Non, mais c'est super intéressant. En tout cas, merci de nous avoir. Merci. Je pense que on a eu vraiment les réponses et puis c'est très intéressant. Je pense que ça va intéresser la communauté des trading cards de sport américain parce que c'est quelque chose qui est... Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de mieux comprendre en fait le besoin. Et si nous, on a une opportunité de développement en fait, parce qu'on a déjà été approché par des Américains directement, des clients entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui voulaient effectivement scanner pour les cartes de sport. C'est ça. Pour les moi, je vois, personnellement, par exemple, il y aurait la même chose en baseball et même si le concept coûtait cher, je le prendrais parce que c'est vrai que moi, par exemple, mon joueur que je collectionne en baseball, il y a plus de 20 000 cartes et que ce soit le listing, la gestion, les valeurs, le système est juste incroyable. Moi, je vais vous dire un truc aussi, c'est pareil, je fais tous les sports majeurs américains et il m'arrive régulièrement de récupérer des cartes que j'ai déjà parce que j'avais oublié que je les avais. Alors pour information, mais pour information, on a sur notre scanner la possibilité de gérer des buy lists, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer une buy list et rentrer des cartes et vous dit celle-là vous la recherchez à tel prix, celle-là vous la recherchez pas, et ça vous permet en fait d'avoir un dialogue avec la personne que vous rencontrez pour dire celle-là m'intéresse, celle-là non, ou ce genre de choses. C'est vrai que tout ça, ça fait partie des trucs qui seraient super intéressants parce que moi je suis paumé en fait. J'ai tellement même vous rapprocher avec Chronosio parce que eux sont vraiment calés sur le sujet et puis ce sera le sujet du premier podcast d'ailleurs où on les a interviewés et ça s'écrit comment Chronosio 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 N-O-Z-I. Okay. Voilà. Après Greg, il pourra vous mettre en relation aussi. Oui, ils sont super sympas et en plus ils étaient vraiment chauds pour au contraire d'une faire un live pour montrer aux collectionneurs de Sporias comment fonctionne leur site parce qu'eux ils sont très développés aux États-Unis et au Canada et en plus pour avoir des relations pour faire autre chose. D'accord. Puis là-bas au Canada, c'est vraiment une religion, les cartes de hockey et les cartes de sport. C'est clair, baseball. Et aux États-Unis, c'est pareil. Donc, non, il y a quelque chose et je pense que c'est pour ça que le complément est super intéressant avec vous. Voilà, là où ça va être dur, je vous dis, c'est au niveau des bases de données. Ça va être. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose à creuser. Puis. Ils en ont déjà une parce que je vois qu'ils ont plein d'images là sur leur site. Ah ouais, alors ça, c'est ce que les gens en fait scannent via. Ouais. Avec les scanners. Mais il y a forcément une histoire de base de données quand même, puisque quand il y a le scan, il y a quand même il y a quelque chose à voir. Oui, mais Chronosio nous a expliqué que en fait, les gens étaient obligés de saisir derrière les données. Oui, donc en fait, les gens leur ont construit leur base de données. Ils l'ont aujourd'hui, cette base de données, elle a été uploadée, donc elle est là. Donc ils l'ont. Ouais, c'est pas tout à fait le même système. Non, mais il y a quelque chose je pense, à vraiment. Mais après, nous, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on digitalise pas la carte. En fait, on la digitalise, c'est juste qu'on ne la stocke pas et qu'on ne la publie pas. Mais en fait, on pourrait aussi permettre aux gens, c'est-à-dire de ne pas acheter un scanner du commerce quelconque et avec notre boîte d'uploader, digitaliser, de la rendre et on aurait le même rendu au niveau. Et en prémappant certains paramètres. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant, effectivement.
Ok, bah écoutez, ouais, non, c'est super. Bah de toute manière, sur le podcast où vous serez en ligne, on vous enverra forcément Ce sera sûrement le lien. Ce Et on sera vous mettra, sûrement le 2e épisode. oui, et on vous mettra aussi en lien sur le post des réseaux sociaux. On fonctionne comme ça. Et puis derrière, on vous mettra en relation, voire on fera une petite réunion comme ça avec Chronosio. Ça peut être super sympa aussi. Ah ouais, merci beaucoup. Ouais. Oh, Charles Gontran, que votre esprit est vif et réjouissant. Vous aussi, vous voulez briller en société et amuser la galerie comme Charles Gontran durant vos dîners mondains? Alors collectionnez dès à présent les Magouille Cartes Contrepétrie 2021. Un set incroyable de 350 cartes holographiques et animées regroupant les plus beaux jeux d'esprit de la langue française. Retrouvez les célèbres « J'ai glissé dans la piscine »,« Retire ta langue que je guette »,« J'ai du tracas jusqu'au cou », J'aime vachement votre frangin. Retrouvez aussi également un set incroyable de cartes numérotées sur 10 comme Ce flanc est goûtu, Le foot c'est troublant, Sabine a piloté toute la nuit. Partez à la recherche de la mythique One of One Gold holographique, le choix dans la date. Foncez dès maintenant, une collection incroyable de la part de Maître Magouille. Il est vendu séparément. Eh bien, c'est le moment de retrouver notre invité avec Adrien. C'est Patrick. Salut Patrick. Salut, ça va bien tous les deux? Adrien et très bien, et Greg. en pleine forme. Ouais, merci de venir sur le podcast, ça fait plaisir. Merci, à toi. C'est gentil. Un dinosaure sur podcast, tu vois. Mais on invite tout le monde. Ouais, bah tu commences à inviter les dinosaures, là. Ça commence à être intéressant. Tu fais de l'histoire, en fait, la préhistoire de la carte. Non, mais c'est vrai que Patrick, tu parles de dinosaures, mais pour le coup, tu peux te présenter puisque tu es dans le hobby depuis un long moment. Et comment es-tu venu aux cartes? Eh bien, je m'appelle Patrick Tapin, j'ai 53 ans, donc je commence à être un petit peu vieux. J'ai commencé, j'avais 19 ans, c'était en 87. C'est un copain à moi qui était parti aux États-Unis, à Chicago, et puis qui m'a ramené 4 cartes, seulement 4 cartes. C'était si je me souviens bien, c'était des Fleer 86-87. Et le gars, il m'a ramené bien sûr des joueurs de Chicago, hein, donc de tête, c'était Wooldridge, il devait y avoir Sidney Green, il devait y avoir parmi les 4 que j'avais, je me souviens de ces deux-là, quoi. Et je me souviens d'avoir vu la première carte, c'était Wooldridge, et quand j'ai vu cette carte, après je suis tombé dans la folie de la carte et j'ai pas arrêté depuis, quoi. Si, je me suis arrêté en 2006. Comme beaucoup d'anciens se sont arrêtés dans les années 2000, je pense à cause du prix des cartes, à cause de plein de choses comme ça. Et puis j'ai repris il y a quelques années, il y a 3-4 ans en fait, j'ai repris la collection. Mais entre-temps, comme je suis photographe sportif, j'ai créé mes propres cartes il y a 4-5 ans. D'accord. Voilà. Alors on va parler de ta marque bientôt, mais déjà, qui tu collectionnes depuis la fin des années 80? Est-ce que tes collections ont évolué? Et est-ce que quand tu as arrêté, tu as tout revendu ou tu as tout gardé? Très bonne question. Quand j'ai arrêté, j'ai revendu à peu près 80% de mes cartes. Ah ouais? Ouais, j'en avais à peu près 250 000 à peu près. Et j'ai revendu tout et je faisais un peu de tout. Ma priorité, c'était le basket, mais je faisais aussi du hockey. Donc je pense que ça va faire plaisir à Adrien, ça. Ah ça me fait plaisir, et on n'a pas beaucoup d'invités qui font du hockey, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, et je faisais, si tu connais les anciens joueurs, il y a Jaromir Jagr. Ouais, Jaromir Jagr, bien sûr, très grand joueur. Voilà, Mario Lemieux, j'ai fait Matt Sundin, j'ai fait Chris Chelios. Je sais pas si ça te dit. D'accord, oui, Chris Chelios, bien sûr, il a joué, moi j'aime beaucoup Détroit, il a joué à Détroit et au Canadien aussi. Voilà, ça fait plaisir d'avoir affaire à quelqu'un qui connaît.
Et quand j'ai donc tout revendu, je n'ai gardé que Jaromir Jagr en fait. D'accord. J'ai tout revendu, toutes les autres. D'ailleurs, je crois qu'il joue encore, Jagr. Oui. Ah ouais. Ouais, mais Ouais, il joue en Slovaquie. Russie, non? Ah, ou Slovaquie. Ah, ouais, Russie ou Slovaquie. Il avait fait la Russie, je crois, à un moment. D'accord. Ça, je sais pas. J'ai fait aussi, je faisais même des cartes de films. J'ai fait chapeau melon et bottes de cuir. Enfin, j'ai fait. Je suis un fou de cartes. Hein. Je suis vraiment taré de la carte. Et donc, en reprenant, ce que tu m'as demandé aussi. Ah oui, ce que je collectionnais aussi en basket. Oui. En basket, j'ai fait Sharif Abdourahim. D'accord. J'ai fait, je suis allé très très loin, jusqu'au point de plus trouver de cartes, que ce soit sur eBay ou. T'avais quasiment tout sur le bonhomme. Ouais. Ah, c'est super ça. Ouais. Le truc, c'est que bon, il y a bien sûr des one of one que je n'ai pas, il y a des cartes. Oui, mais c'est ça. Puis que j'aurai jamais quoi. Mais jusqu'au point qu'à un moment donné, même par exemple des patchs. Je m'amusais à les avoir en 3, 4, 5, 6 exemplaires quoi. Donc puis après j'ai changé, j'ai fait d'autres joueurs et sur ça fait combien 30 ans, 35 ans que je collectionne, je dois avoir 80 joueurs à peu près encore. Ah ouais. Le dernier c'est John Wall que j'ai fait. D'accord. Et t'as une pièce dédiée ou? Non, j'avais une pièce dédiée, donc il faut que je stocke où je peux quoi. Donc, il y en a certaines des anciennes qui sont, j'espère qu'elles sont en bon état d'ailleurs encore, qui sont dans le grenier, il y en a qui sont dans le garage, et ça me fait peur avec l'humidité. Mais ouais, j'en ai encore plein dans l'entrée, j'en ai dans la chambre, enfin, j'en ai partout quoi. Franchement, j'en ai partout. D'accord. Eh ben, c'est incroyable. On est loin des 250 000, mais alors quand t'avais 250 000 cartes, ça devait être la folie. Là, j'avais 2 pièces pour ça. C'est incroyable. Pour ça. Pour tout revendre, ça a dû être difficile ou parce que. Oui, ça a été long. Ouais. J'ai mis 2-3 ans. Ah oui, puis t'as revendu, je pense, à des collectionneurs du monde entier parce que si tu. Pas spécialement. D'accord. Beaucoup de Français. Non. Puis pas mal de Français et surtout pas cher quoi. Ah oui, c'est ça, cher. J'en avais marre et je bazardais quoi. Après, quand je dis 250 000, tu sais, il devait y avoir des triples des fois. Oui, bien sûr. En 3 exemplaires. Non, parce que moi, je suis toujours étonné de voir des gens qui mettent des prix à des cartes presque le millier d'euros pour une ou deux cartes. Je me dis, mais comment ils arrivent à trouver des acheteurs? Ouais. Moi, je suis contre ça. Hein. Moi, de plus en plus, je suis contre ça. Moi, aujourd'hui, je vais mettre maximum 100 euros dans une carte. Je ne mettrai pas 2, 3, 4 000. Et pourtant, j'en ai dépensé beaucoup d'argent. Mais mettre un prix fou dans une carte, je trouve que ça ne mérite pas. Parce que moi, je suis assez d'accord aussi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de mettre beaucoup dans une carte, mais je mets pas. J'arrive pas à comprendre quand ça dépasse le millier d'euros. Ça me paraît déraisonnable, quoi. Moi non plus, je comprends pas du tout et moi je suis même ceux qui me connaissent, ils me connaissent pour peu échanger. J'échange très très peu. J'achète beaucoup et je revends jamais. C'est-à-dire je garde tout. Ah ouais. T'es vrai collectionneur dans la définition, dans le sens où t'es pas là pour le business. Après, tu peux faire un petit échange de temps en temps, mais voilà. T'es le collectionneur. C'est ça, ouais. Et ce que j'aimerais aussi, et donc c'est ça va revenir avec ma marque, c'est démocratiser la carte en France, mais avoir des prix normaux, quoi, et puis que les gamins s'échangent des cartes dans la cour d'école ou des choses comme ça, quoi. Ah ouais, ça fait une bonne transition. Donc on va parler de ta marque, Patrick. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Donc X-Kiss, c'est bien prononcé? C'est ça. Alors nos amis. Comment c'est oui, alors je sais que faut pas trop te demander. Tu avais dit dans une interview récente en disant que tu aimais bien la lettre XY, c'est ça, que tu avais formé un mot, mais il n'y avait pas. Voilà, KY, pardon, mais il n'y avait pas vraiment une signification. Il y a juste un truc, je me souviens que j'ai trouvé ce nom quand je regardais le Tour de France. À l'époque, il y avait la Sky qui dominait le Tour de France. Et peut-être que inconsciemment, j'ai inversé les lettres. Oui. Et voilà. Alors moi, tu vois, j'étais parti sur exquisite un peu. Tu vois, je me suis dit, il y a un... Ouais, mais il y a un peu de ça. Il y a aussi le côté exquis. Oui, c'est vrai.
Ah, il y a plusieurs. C'est exquis. Ouais. Après, peut-être que je changerai un jour. Hein. Je l'ai pas déposé la marque. Donc, Ça peut évoluer. Quelqu'un peut me la piquer sans problème. Maître Magouille. On va l'envoyer sur le dossier. Ah, c'est un ami à nous qui c'est un consultant et on le fait venir très régulièrement. Ben ouais, je l'écoute, mais j'aimerais bien savoir. On en saura plus peut-être un jour. Et alors, en parlant de ta marque, Patrick, à quel moment tu t'es dit je me lance? En fait, dans les années 2000, j'ai toujours voulu faire mes propres cartes parce que je faisais déjà de la photo. J'étais pas professionnel à l'époque, mais je faisais déjà de la photo de basket. Et je trouvais que mes photos, à part les donner aux joueurs, les vendre à certains professionnels, les mettre dans des articles de journaux, des trucs comme ça, je trouvais que ça m'allait pas, quoi. Donc j'ai décidé, je voulais, avec ma passion à côté de la carte, photo, carte, je pouvais faire que des cartes, quoi. Avec mes propres photos. J'ai une question. Quand tu vas faire des photos sur un événement, tu es accrédité? Ça marche comment Ouais, tu es obligé toujours de demander donc à l'organisateur une accréditation photo. Ouais. D'accord. Et si j'écris un article, il faut que je fasse une accréditation, comment ils disent, journaliste, quoi. D'accord. Ouais. C'est toujours le côté un petit peu pénible. Non, parce que après, maintenant, en fait, c'est une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent dans les stades avec des smartphones, ce genre de choses. Ils font aussi sûrement des prises de vue et je me dis, doit y avoir peut-être des photographes qui contournent le truc ou je sais pas. Hein. Je connais pas du tout ce milieu-là, hein, mais... Si, il y en a, bien sûr. Mais quand tu vas après dans des gros événements, là, c'est super contrôlé. Oui, je me doute. Si t'as pas ton accréditation, c'est mort. Donc tu travailles en collaboration avec les clubs, tu leur demandes pour les droits. C'est ça, c'est lourd en fait, on va dire, administrativement. Je peux te raconter une histoire sur les cartes que j'ai fait il y a 2 ans de VTT. Oui, je te raconte. Donc j'ai commencé je voulais faire... Moi, j'ai toujours fait du VTT en sport. Donc ça me tenait à cœur de faire des cartes sur le VTT. Je suis allé au championnat de France en 2018 de VTT. On a en France quasiment les meilleurs mondiaux, hein, donc c'était très intéressant. Et puis donc j'ai fait les photos. Donc tout ça, c'était super. C'est vraiment plaisant. C'est vachement bien. Après, je rentre à la maison et puis après, c'est là que les difficultés commencent. Donc il faut commencer à demander l'autorisation du pilote. Son nom, son prénom, sa photo, parce que même si c'est moi qui l'ai faite, il faut que j'ai l'accord qu'il approuve le droit à l'image, quoi. Mais après, quand tu regardes les maillots de VTT, tu as un sponsor là, un sponsor là, un sponsor là, un sponsor là, un sponsor là. C'est interminable. C'est interminable. J'ai mis 2 ans à sortir la collection. Ah oui, donc en fait, même avec son droit à l'image, vu qu'il a les sponsors sur lui, ça donne pas le droit pour l'ensemble. C'est ça, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est individuel. Si c'est un club, le joueur il va signer un contrat avec le club. Après, j'ai l'accord du club. D'accord. C'est bon. Mais avec des sports individuels comme ça, c'est mort. Et en plus, j'ai pas fini. Il y a la team. Donc par exemple, tu as Cannondale par exemple. Et tu vas avoir, ils ont toujours une team, mais ils ont aussi un club. Donc ils appartiennent au club de telle ville. Je sais pas quoi, de telle ville, voilà. Donc il faut aussi demander à ces gens-là. Donc c'est un délire. Ah ouais, non. C'est un délire. Quel courage. Et puis après, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Les grandes stars, j'ai jamais réussi à les avoir. Enfin, je les ai eus, mais ils ont refusé ou ils m'ont demandé trop d'argent. Donc voilà. Ça c'est bien dommage. Après j'ai joué sur le côté aussi, le côté jeune, c'est-à-dire je suis allé faire les juniors, les cadets. Donc c'était il y a 3 ans maintenant, et il y a maintenant dans les compétitions récentes là, les petits jeunes que j'ai fait en photo, que j'ai fait en carte, commencent à avoir des résultats aujourd'hui. Donc je crois que ça va être ma façon de faire. C'est un peu une rookie card en fait. T'as fait des rookie cards et
C'est tant mieux parce que ça récompense ton travail et c'est vrai que c'est tellement dommage déjà que la trading card c'est compliqué et le gars il demande de l'argent pour faire des cartes de VTT, on se dit oh là là quel chantier. Non mais les droits à l'image c'est vraiment c'est de hyper la folie. Compliqué. Non mais à la limite tu me dirais une méga star de basket ou je te prends un Tony Parker qui à la limite ils disent je demande l'argent, il y a un droit à l'image, d'accord, mais dans le VTT même au contraire ça te gagne à être connu, tu fais des cartes de sport on va dire un petit peu underground, on va dire. Je voyais roller hockey, il y a de la boxe, il y a du VTT. Oui, c'est super intéressant. Je suis obligé de faire ça. Hein. En fait, moi, je me compare un peu à l'équipe TV par rapport à Bein Sport. C'est-à-dire l'équipe TV, ils font de la pétanque, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis face à Panini là, donc Panini, c'est mort. Il me tire dessus, ça y est, je suis mort quoi. Donc, je suis obligé de passer par des petits sports et encore, je fais le roller hockey. Le roller hockey, c'est super intéressant. Adrien fait du roller hockey, tu vois. J'aimerais bien, mais j'ai aucune coordination. Ah, ça y est, on a la minute dévalorisation. Non, c'est pas la minute dévalorisation, c'est la minute honnêteté. J'ai fait du hockey sur glace, c'était dramatique. Donc, j'étais très très mauvais. Intéresse-toi au stars de roller hockey. Ouais. Il faudrait que je m'y intéresse. Ouais, non, mais ça peut être. Tu connais un peu le roller hockey d'ailleurs ? Non, pas du tout. Ouais. Alors sache que la meilleure équipe mondiale, c'est la France. D'accord. Avec la République tchèque. Non, mais et du coup, à travers tes cartes, ça fait connaître des sports où même nous, tu vois, on apprend des choses et c'est super intéressant. Et nous, ce qu'on a aimé aussi, c'est le fait que tu aies aussi permis le fait que les gens peuvent personnaliser, régionaliser un club. Par exemple, ses membres, tu peux faire une collection pour l'équipe de foot, le basket, d'une équipe régionale lambda et avoir à l'effigie sa carte. D'ailleurs, pour moi, c'est même essayer de démocratiser la carte en régionalisant justement parce que une carte a autant de valeur. Enfin, comment expliquer ? Pour un jeune qui est dans un club, qui voit une star dans son club jouer, je sais pas, en National 1, en Pro B, je parle basket. La carte, elle aura autant de valeur que je sais pas quel joueur. C'est son idole. Il l'a jamais entendu parler, quoi. T'as raison. Moi, je suis d'accord. C'est ça. Exactement. Il voit grandir les joueurs à côté de lui. Donc, et en fait, j'essaye de changer cet état d'esprit. Quand je vois toujours les mecs qui veulent collectionner Michael Jordan, ok, c'est bien. Michael Jordan, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Mais voilà, en termes de collection, il y a plein d'autres choses à faire. Ouais, c'est super intéressant. Et toi, Adrien, tu avais une question aussi, il me semble. Alors, tu les fabriques toi-même, les cartes ? Enfin, t'as ton propre atelier, tes propres... Alors, tu fais ça... Comment ça se passe ? Explique-moi. Donc, je fais d'abord... en général, la première chose à faire, c'est de m'imprégner du sport. D'accord. Là, je suis en train de sortir une collection box. Ah, super. Donc, elle va sortir début juillet. Box anglaise ? Box anglaise. D'accord. L'UFC, c'est pas possible. Non, mais parce que Panini est déjà dessus. Non, mais. On avait fait un petit sujet avec Maître Magouille et les mallettes. C'est ça, c'était la première intervention de Maître Magouille. Ah, d'accord. Et donc m'imprégner du sport, contacter les acteurs en fait de ce sport. Après, leur demander les autorisations, comme j'ai dit tout à l'heure, choisir la photo, après faire un petit peu de Photoshop, essayer de faire une collection sympathique. Et après, ça part à l'édition. J'ai un imprimeur. D'accord. Ok, tu passes par un imprimeur. Ok. Voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour. Moi, je suis que photographe à la base. Et donc je passe par un imprimeur et selon les quantités, après le prix est moindre. Oui, bien sûr. Et c'est ça mon problème parce que en fait les imprimeurs ils sont
j'aurais montré ce qu'était la carte, j'aurais montré des jerseys, des patchs, toutes sortes de cartes. Ils sont capables de tout faire. Hein. On est capable en France de faire exactement la même chose que font Panini aux États-Unis, quoi. Sauf que c'est la quantité. C'est les quantités, ouais, parce que c'est dégressif chez les imprimeurs. Je connais un petit peu aussi par mon métier, ça, ouais. Et il faut faire des grosses quantités pour faire baisser le prix, parce que ce qui coûte cher aux imprimeurs, je crois que c'est le calage des machines, c'est l'achat du papier, etc., etc. C'est exactement ça. Quand le papier, c'est rien. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est le calage. Le calage des machines, c'est terrible. Le calage, parce qu'il y a le calage et puis il y a la colorimétrie, enfin je sais pas comment ils appellent ça techniquement. D'une machine à l'autre, la gestion des couleurs n'est pas la même, etc. etc. Ouais, c'est ça. Donc c'est la difficulté. Donc j'aurais pu faire des jerseys depuis quelques temps déjà. En plus on m'avait proposé des maillots et des trucs comme ça, des vrais maillots. Mais le souci c'est que moi je peux en vendre quoi 4-5 jerseys et ça va coûter 20 € quoi. Avec la manipulation. Après c'est sûr que moi par exemple je te dirais, tu me dis 20 €. En soi, quand on collectionne les trading cards, surtout en ce moment, tu sais Patrick que 20 € c'est une goutte d'eau, mais tu t'intéresses à un public aussi qui eux découvrent la trading card, donc c'est dur de leur dire mais 20 €. C'est ça qui est dur, alors nous on a un public de gens où bah voilà, on peut mettre 100 € voire plus, donc en fait on se dit c'est fou, on n'arrive pas à faire décoller, c'est le décalage, c'est compliqué. C'est ça. Pour ça je dis toujours on a moi je vais dire que c'est moi, j'ai 5 ans de retard sur les Américains, mais pas techniquement. C'est juste une histoire d'éducation à l'école ou tout ça, de jeunes au niveau des cartes. Il faut leur balancer des cartes, mais qu'elles soient pas chères. Quoi. Si on leur met des trucs à 20 €, on a encore la culture vignette Panini, quoi. C'est ça, ouais. C'est fou, quoi, qu'on n'arrive pas à faire décoller. Ouais. Et ce qui est une difficulté, par exemple, quand tu contactes, alors je parle pas un club avec qui tu as déjà travaillé, mais les premiers, quand tu leur dis je fais des cartes, est-ce qu'il y a toujours ce petit moment de flottement ? Oui, bien sûr. Complètement. À quoi ça va servir ? Qu'est-ce que ça va nous donner ? Combien de milliers d'euros vous allez vous faire sur notre dos ? Tout est ramené au sous, hein. Maître Magouille n'a pas tort. Mais s'il savait que c'est plutôt le contraire, là c'est le côté passionné. Mais c'est souvent, c'est de dire voilà combien d'argent vous allez faire. Mais vous allez vous faire plein de fric, enfin des trucs comme ça quoi. Mais non, c'est pas le cas. Je gagne même pas d'argent. Donc, pour l'instant. Non, c'est le décalage qu'il y a. En plus, tu cibles des gens, comme on dit, des clubs régionaux. On est et c'est dingue c'est direct cette. Et t'es en contact avec les fédérations ou j'ai fait à un moment donné, j'étais en contact avec la fédération de cyclisme, la fédération de hockey sur glace, mais pour le roller, parce que c'est la même fédération. Le hockey sur glace d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très accessible à la carte aux États-Unis, au Canada, mais en France, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec les clubs de hockey sur glace. Hein. Alors là, c'est bien dommage. Patrick, mais j'ai vu là récemment sur notre compte Twitter Podcast, il y a les boxeurs de Bordeaux qui sortent leur collection, mais ils ont fait appel, je crois que c'est une boîte anglaise. Donc en fait, ils vont sortir l'équipe numéro 1, c'est tout nouveau et j'ai eu en contact là, et en fait, c'est une boîte anglaise qui fait de la personnalisation de cartes. Ça, c'est. Et les boxeurs de Bordeaux. C'est super. Yes. C'est super. Moi, je trouve ça génial. C'est les pionniers, et tu vois, et ce qui est dommage, même si à la limite c'était pas avec toi, mais faut aller voir des étrangers, tu vois, alors qu'au final, ils ont à portée de main des fois des choses plus proches. Ah ouais. Puis, mais moi, je pense il va falloir des mecs comme moi, plusieurs mecs comme moi qui vont développer le truc, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a plein de sports, il y a de quoi faire quoi. Moi je fais juste les clubs plus ou moins autour de chez moi, parce que sinon ça va coûter trop cher. Sinon c'est infini. Je comprends, je vais pas changer de sujet, mais c'est un peu le même principe. Si on prend les autographes, quand on regarde les autographes de Panini, on râle parce qu'il y a des stickers, que c'est pas on card, machin, un truc, et je les comprends, hein. Parce que quand il faut aller, quand on a fait l'autographe, donc on a fait la photo, on a édité la carte, et qu'il faut aller faire signer les autographes, c'est compliqué, hein. Et donc il y a le transport, les mecs ils sont pas toujours disponibles, des fois ils sont disponibles qu'1 heure, donc en 1 heure tu fais signer sans autographe. Et une fois j'ai fait signer un mec de roller hockey, il m'en a signé 2000.
il a passé l'après-midi à le faire. Mais ils sont pas tous comme ça, ils sont pas tous comme ça. Alors j'imagine que Panini, quand ils font leurs cartes, ils doivent avoir le même eux, problème. Ils sont vraiment dans le profit, par contre. Ouais, et puis en plus, de toute façon, les athlètes se font payer pour signer aussi. En plus. Moi, je suis quasi sûr. Hein. Il y a même des athlètes qui sont en exclusivité avec certaines marques. Genre Michael Jordan, il signera que pour Upper Deck. Ouais, ça je sais bien. Donc, à mon avis, les grosses stars, elles se font payer pour signer. D'accord. Ouais, ça je savais pas, tu vois. Mais bon, pour l'instant, je peux pas les payer. Quoi. Non, mais je sais. Mais c'est pour dire que, je vais pleurer un peu, mais c'est pour dire que c'est compliqué, quoi. Faire des cartes, c'est compliqué. Faut être motivé. Hein. Heureusement que je suis motivé parce que c'est le parallèle qu'on a eu, c'est juste avant. On avait eu Kevin là, qui fait ses propres cartes, mais en DBZ et qui va se mettre aussi au sport américain. Mais lui, il a une influence japonaise. Et pareil, c'est en loisir, il vend quand même, mais il y a aussi chez les collectionneurs DBZ une grosse communauté de gens qui font leurs cartes aussi, donc il y a une culture de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des petites niches à droite à gauche. C'est pas une culture en France où quand on dit je collectionne une carte, non. C'est des petits pôles isolés qui fonctionnent chacun dans leur coin. Ouais. C'est ça, donc... Après, c'est compliqué ou alors faudrait s'associer, Mais bon, ça va pour moi, ça va se passer sur de longues années. Compliqué. Comment ? Je dis même en s'associant, c'est compliqué. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut savoir s'entendre sur le long terme, s'organiser. Comme je dis, à mon avis, il va falloir s'associer, mais il faudra aussi un peu de chance, il faudra du financement. Il faudra pour que ça avance plus vite. Mais bon, on est sur la bonne voie. On a eu l'exemple, on va l'avoir donc dans un des 2 épisodes, le Made in France. Il y a Slam Deck, ça doit te parler, Patrick, qui eux ont, avec le lien avec la fédération de basket, sont quand même en train de monter quelque chose de assez fédérateur, et on sent que ça prend parce que sur la 2e année, il y a des demandes, il va faire des autographes, ça commence à prendre, donc on se dit, il a peut-être mis le grappin sur le... Puis le faire aussi avec un système de jeu comme il fait, ça donne aussi ce côté ludique en plus, avec l'application aussi qui fait vivre qui met un peu de réalité augmentée dedans, c'est un petit plus aussi. Ouais, non, c'est vachement intéressant. Et ça va que dans le bon sens. C'est ça, comme tu dis, faut être plusieurs et ça va tirer tout le monde vers le haut. Et c'est essentiel que... Ouais. Même moi, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je fais ça. Je sens, au début, je vendais rien, quoi. Je faisais rien, mais bon, je le faisais par le plaisir, plus ou moins, quoi. Professionnellement, mais par le plaisir. Et là, je sens que ça commence à prendre sérieusement. Hein. Donc, il y a le besoin de sentiment d'appartenance, surtout en ce moment dans une société qui est un peu plus individualiste. On est un peu dans une période compliquée, et de se dire même mon équipe locale, on s'est tous en carte, l'association du club, elle investit dans un truc, un petit objet. Je trouve que c'est sympa. C'est vrai. Et le meilleur exemple, c'est le club qui m'a accueilli le plus chaleureusement possible, le Vitré, le club de National 1. Et je remercie encore la présidente Gilda Frankenberg, qui, la première fois que je lui ai parlé de cartes, elle m'a dit « Ouais, c'est super !» Oui, voilà. Et elle a joué le jeu. Ça fait 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et aujourd'hui, là, cette année, j'ai sorti une collection aboutie, quoi, avec des règles, avec des inserts, avec des autographes. C'est super bien. Et si tous les clubs jouent le jeu comme ça, ça va avancer super vite, quoi. Ça va être super. Elle a cru au projet et tout de suite elle a été positive dans sa réaction, et elle n'a pas été fermée genre ça va coûter combien, vous allez vous faire combien, au contraire. Et on sent quand les gens sont positifs, et on comprend que des fois il y a un petit frein, forcément il y a des questions, mais la dynamique, on voit que tout de suite, et toi derrière, regarde, tu fais une belle sortie, une collection, et les gens l'attendent en plus chaque année, du coup il y a une dynamique. C'est ça, exactement. Les gens après sont habitués à avoir des cartes, et
Et puis après, ils collectionnent même les joueurs qui sont partis. Ils vont les faire signer quand ils reviennent jouer dans l'antre de Vitré. Et puis parce qu'ils jouent dans un club qui est un autre club, quoi. Et puis il y a des signatures, il y a des trucs qui se font et c'est génial, quoi. Et moi j'ai une dernière question, après je laisserai la parole à Adrien, mais le dos des cartes, c'est super important. Ouais. Ça doit prendre un temps fou, parce que si tu dois mettre des stats et tout, c'est un boulot dingue. Alors au début, je reprends Vitré comme exemple. Au tout début, ils ont voulu mettre leur partenaire. D'accord. C'est tout. Ah. Donc pour moi, la carte avait une valeur moins, je parle pas pécunier, mais une valeur moins. Moi j'ai toujours vu des cartes avec des stats et des trucs comme ça derrière. Et donc, mais à la fin, le logo, même cette année, le logo a diminué sérieusement. Et maintenant, on a les stats du joueur, son âge, c'est toutes les informations nécessaires, identitaires du joueur, quoi. Et là, c'est pour ça que ça devient vraiment une collection aboutie, quoi. Je trouve que ça commence. Parce que c'est bien, parce que t'as quand même accès aux stats, parce qu'il y a quand même des sports où les stats surtout dans les petites divisions, les stats sont pas toujours enregistrés. C'est clair, ouais. D'ailleurs, j'ai fait un club de National 3 il y a 2 ans, et donc j'avais pas de stats, quoi. Bah oui. C'était compliqué. Maintenant, ils regardent surtout l'avant de la carte. Maintenant, l'arrière, c'est plus pour des spécialistes de cartes, mais je pense qu'il faut habituer les gens à avoir des informations derrière, et c'est super intéressant. Et en roller hockey, par exemple, il y en a pas, quoi. Il y a très peu d'infos, quoi. Ils ont quasiment pas de stats. Si, les buts, c'est tout. Les buts, ouais, d'accord. Les passes décisives, enfin les assists. Ouais. Et pour les gardiens, t'as les pourcentages, les trucs comme ça ou... Non, il y a rien de tout ça en roller hockey. Ouais. Ah ouais, c'est... Alors là, il va y avoir les championnats du monde là, qui vont arriver, donc j'espère pouvoir faire une collection sur les équipes nationales de roller hockey. Où je vais... Faut juste espérer qu'ils aient pas Cochonou, Apple, 15 sponsors sur le maillot pour pas que t'aies trop de boulot. Non, eux, ils sont super bien, ils laissent faire, ils savent que ça donne une image à leur sport, que ça va dans le bon sens. Ils sont réceptifs. Ils sont tellement peu médiatisés que ça leur permet d'avoir un peu... Ouais, voilà, c'est ça, et ils sont super contents. Et normalement, l'année prochaine, je devrais faire toute la ligue, enfin, ils sont combien ? 12 clubs, 10 ou 12 clubs dans la ligue élite, et je devrais tous les faire normalement. Non, c'est bien, tu commences à monter en puissance quand même, on sent que c'est bien. Ouais. Bientôt embauché. Bon bah ok, et toi Adrien, pour conclure, t'avais une dernière question peut-être ? Pas spécialement, mais je suis très content de tout ce que tu as raconté, c'est hyper intéressant. Et puis moi je découvre aussi des univers, je connais pas très bien les sports français, enfin je suis comme ça de très loin, mais là ça me permet de découvrir justement des clubs. J'ai vu que tu faisais du hand, Patrick. Et ça c'est pareil avec la Fédé, t'as pas réussi à... Non. C'est fermé. Puis le hand pour la Ligue Pro, à mon avis, là les sponsors, enfin là c'est vraiment verrouillé, quoi. T'as des grosses stars en France en plus. Le PSG Hand et tout ça, ils ont que des joueurs. On n'y arrive pas à y toucher. C'est comme la Pro comment on appelle ça, la JP Elite en basket. On n'arrive à rien toucher. C'est ce que, à mon avis, les clubs sont fermés. Ça doit être pareil dans tous les sports, parce que je vois la fédé de judo, même pour avoir accès à l'élite, enfin ceux de l'INSEP et tout, c'est compliqué. Hein. Ouais. Le tennis de table qui est assez ouvert. Et comme à côté de chez moi, j'ai un club de niveau élite, quoi, qui joue en Pro A, et ils sont très ouverts.
pareil, c'est encore très peu médiatisé. Donc revoilà l'équipe TV. Hein. Une game news de balle de ping-pong ou de raquette, ce serait marrant. Ouais, pourquoi pas, mais je te dis, les imprimeurs, ils sont capables de faire des choses comme ça. Hein. Mais le souci, c'est que ça va coûter trop cher. Quoi. Ok, bon bah écoute, ouais, c'est. Sinon, j'ai une info aussi pour vous. On prend. Avec mes camarades de jeu, c'est-à-dire mes camarades de cartes, on devrait sortir un média guide au mois de, je pense, juillet. Un Beckett à la française, quoi. Ah, super. Bah ça, c'est une info de fou. Ouais, donc on devrait, avec la cotation, donc vous connaissez en plus la personne qui participe. C'est Thierry, c'est Titi. Ah, bon, bien sûr qu'on le connaît. Et de Copcart aussi. Parce que c'est lui, pour moi. Il est dans tous les bons plans, le Thierry. Hein. Il est très actif pour le hobby. Il est dans tous les bons plans, ouais. Ouais, mais j'ai déjà fait des bourses avec lui et franchement, c'est quelqu'un qui est super sympa et qui connaît bien la carte et qui, je sais pas, il a des notions pour donner la valeur à une carte. Donc, je lui ai demandé de travailler là-dessus et notamment sur mes propres cartes pour l'instant, pour voir s'il arrive à donner des valeurs sur les cartes. Et puis après, sur toutes les autres cartes qu'on a en France, puisqu'il faut savoir qu'il y a plein d'autres cartes, hein, en cyclisme par exemple, ça a des formats de cartes postales, mais ça existe depuis les années 70. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai, parce que moi j'ai fait des brocantes et on voit beaucoup de vendeurs qui vendent des photos de cyclisme comme ça en format carte postale. C'est ça, ouais. Et ben il y a un petit monde hein, de ça. Apparemment, c'est très répandu. Et ce serait en version numérique ou papier ? Normalement, on va essayer papier à 100 exemplaires. Mais bon, c'est le numéro 0. Hein. Ça, il n'y aura peut-être pas de numéro 1 si ça ne fonctionne pas. Il sera collector quand même. Et voilà, il sera. Non, mais c'est vrai, il faut toujours une première. Exact. C'est ça, ouais. En tout cas, on aura lancé salue l'initiative, c'est incroyable. Voilà, donc normalement à l'intérieur, donc on aura une petite partie cotation, une partie interview d'un joueur, quel que soit le sport, et puis un petit dossier sur des cartes, les nouveautés là on parlera quand même de NBA, de NHL, de NFL en termes de cartes, mais tout petit peu, juste pour dire voilà, il y a des sorties de telles cartes, notamment hockey, il y en a quelques-unes. D'ailleurs, c'est paru dans votre podcast, il y a le premier, je crois. Le Black Diamond. Black Diamond qui est sorti, il y a les Ice qui sont sortis. Voilà, après, c'est toujours la même rotation chez Upper Deck tous les ans, c'est à intervalles réguliers, c'est toujours les mêmes rééditions. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, on présente quelques cartes et puis voilà, les gens comme ça, ils pourront voir ce que ça peut être, telle carte ou telle carte. Après, les gens peuvent aller aussi sur Internet, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit bouquin. Il sera normalement en format A5. D'accord. A5, c'est un peu plus petit que du A4, c'est ça? Ouais, c'est la moitié, quoi. Okay, ouais. C'est comme et normalement, il devrait y avoir 40-50 pages. D'accord. Ah ouais, c'est quand même un gros boulot. Hein. C'est boulot énorme. Ouais. D'ailleurs, je cherche pas mal de gens pour m'aider sur ce truc-là, mais c'est compliqué parce que on fait tout gratuitement. Hein, c'est du bénévolat à fond. Il faut trouver du temps et ça intéresse pas on sait beaucoup ce que c'est. Moi, j'ai Thierry déjà. J'ai Thierry. Et j'ai un mec qui connaît super bien le roller hockey, qui est à fond dedans, qui s'appelle Jérémy Cordier, et il m'aide aussi là-dessus, et on va sortir des trucs sympas sur le roller hockey. Ok, et ben écoute, super Patrick de nous avoir donné cette information pour conclure ce podcast avec toi. Et puis on va mettre les liens de ton site, de l'Aurore de Vitré, hein, c'est ça le nom du club. Enfin tout ça, je connais, hein, c'est pas très loin de chez moi, et on. D'accord, t'es breton, toi ? Et oui. Ah d'accord, ils sont bien les Bretons. Hein. Et puis on te tient au courant quand le podcast il va sortir. Ouais, et puis merci pour ce que vous faites, c'est super bien. Je voulais plus ou moins faire un truc comme ça et vous le faites super bien, donc je suis super content que ce soit, que ça se fasse et que ça avance et que ça marche.
Je vous rappelle, hein, je suis un fou de cartes, donc pour moi, ça va que Eh ben, dans le t'étais bon au sens. bon endroit avec nous. Merci beaucoup. Allez, salut Patrick. Salut les gars, merci. Eh bien, il est temps de retrouver notre célèbre Maître Magouille. Et là, cette fois-ci, il est dans son cabinet. Et pour la première fois, nous sommes en visio, puisqu'il a accepté. Bonjour, Maître Magouille. Bonjour, monsieur Greg. Vous êtes impressionnant, hein. Ce n'est pas un mythe. Vous êtes vraiment beau gosse. Adrien a raison. Comme souvent, d'ailleurs. C'est gentil, mais donc ça veut dire que vous écoutez notre podcast. Non, j'écoute pas parce que vous comprenez que le temps, c'est de l'argent et que j'ai pas du temps à perdre. Vos podcasts durent 3 heures. J'écoute uniquement la partie où j'interviens. C'est la partie, déjà, la plus intéressante. Hein. Je dis ça en toute modestie. Hein, oui. J'ai pas les filles qui en c'est fait pas du faux. tout. Et puis je veux voir si j'ai fait bonne impression et si mon business va grandir. Mais je suis un petit peu déçu parce que depuis que j'interviens sur votre célèbre émission, mon business n'a pas augmenté des masses et le panier moyen sur mon site internet n'a pas augmenté. Alors, Le Greg, rendement, Maître Magouille, vous êtes dans le rendement. Non, bah oui, le rendement. Mais Greg, vous foutez quoi? Et la clientèle, faut la motiver, faut qu'elle vienne claquer des brousoufs chez moi. D'accord, alors déjà, il faut dire à nos auditeurs que on est en visio, donc moi, vous me voyez, mais alors moi, je vous vois flou, c'est normal? Bah, c'est exactement normal. Quand on est dans le business, surtout dans des business un peu occultes comme les miens, faut savoir garder un certain anonymat. Oui, par contre, là, je viens de voir sans doute donc votre assistante, ça devrait être Mathilde, elle n'est pas beaucoup habillée. Bah, c'est normal, ça. C'est mon deuxième business, c'est-à-dire que Mathilde, en plus d'être ma secrétaire, ma chargée de com, ma comptable, enfin la femme à tout faire dans mon entreprise. Elle est également, on va dire, entertaineuse sur les sites pour adultes. D'accord. Et donc, elle fait des visiocams avec des clients qui payent très très cher. Voilà. Très bien. Bon, ça, c'est une autre partie qu'on ne voudrait pas savoir. Hein, mais bon, la pauvre, c'est pas une partie désagréable. Moi, j'aime beaucoup. En plus, elle est mes journées. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Et donc, là, nous sommes en direct avec vous parce que avant, nous étions avec Patrick, qui a, lui, l'idée de créer un Beckett à la française. Donc, Beckett, la référence connue pour les cotations de cartes. Et là, vous me dites, mais non, mais c'est quoi cette entourloupe? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez créé aussi un Beckett, c'est quoi cette affaire? Ouais, je viens de voir que je viens de me faire piquer encore une idée. Une de plus. Voilà. Merci, Patrick. Comme d'habitude. J'étais en train de... Là, ça va sortir sous peu, hein, mais voilà, j'étais en train de faire un magazine qui s'appelle le Magouille Card Pricers Source. Très bien. Je parle anglais, parce que l'anglais, ça fait vendre. D'accord. Et donc... Magouille, c'est pas très anglais, mais... Voilà. Et bah oui, mais faut bien que je mette mon nom. Oui, c'est vrai. Hein, oui, c'est vrai que c'est votre nom. Oui. C'est une marque, hein, c'est une marque. C'est vrai. Tout. Et donc, c'est un magazine et un site web qui permet de valoriser votre collection de plus de 500%. D'accord. Et donc... ça s'utilise comme le Beckett. Et vous pouvez aussi pour lister vos cartes, utiliser le fameux scanner qui répare les cartes que je vous avais vendu dans l'épisode 1, oui. que personne n'a acheté d'ailleurs, Greg. Hein. Il va falloir m'envoyer des clients pour ça aussi. Oui. Et donc, vous retrouvez 2 colonnes. Une colonne pour les cartes abîmées, qui augmente la valeur de la carte abîmée de 42%. Il n'est pas rien. Votre petit Georges Parros, vous aimez bien Georges Parros, le goon qui a joué pour Anaheim, pour Montréal, avec ses petites moustaches à la Magnum. Très bien. Et ben, voilà, une carte abîmée, une base abîmée de Georges Parros coûterait 5 fois plus cher avec mon magazine. D'accord. Et ça, c'est pas rien. D'accord, mais et la donc, deuxième colonne alors, à quoi correspond-elle? La collection de Georges Parros, elle augmente de plus 500%. Ah, la deuxième colonne, c'est la colonne carotte. D'ailleurs, il y a un petit logo d'une carotte pour vous la mettre bien profond. Alors, quand vous faites un échange, vous utilisez cette colonne-là. Très bien. Et ça valorise votre carte de plus de 500%. Ah oui. C'est-à-dire que toujours pareil, on va prendre un autre joueur que Georges Parros. On va prendre, allez, dites-moi un joueur, n'importe lequel. De hockey ou de... Du sport que vous voulez, peu importe. Je fais tous les sports, moi je suis multitâche. D'accord, eh bien, allez, je vais vous prendre un joueur de Bill Bokeh, par exemple. De Bill Bokeh. Non, je plaisante. Non, je sais pas, une vedette ou... Bah non, mais les joueurs de Bill Bokeh sont des vedettes comme des autres. Non, bah alors, je vous prends... tiens, vous... Non, j'ai une idée. Bartolo Colon. Champion Bartolo Colon.
bon, qui aime bien faire des coloscopies. Alors, Bartolo Colon, voilà. Vous avez sa colonne carotte à gauche, et toutes ces cartes sont réévaluées de plus 500%. Par exemple, une carte qui dans le Beckett vaut $10, ici elle vaudra $5,000. Donc, ce qui fait que votre collection de Bartolo Colon, qui était évaluée sur le Beckett, allez, on va dire à 1 000 €, est évaluée à plus de 50 000 € avec mon magazine. Donc, vous faites une plus-value incroyable. Très bien. Oui, mais j'ai un peu... La carte, elle n'a pas changé. Oui, mais en face, mais donc valeur, oui. vous êtes d'accord que c'est bon que si vous avez un pigeon en face. Non, mais... vous appelez ça un pigeon? Moi, Oui, légèrement. Enfin, pour moi, un pigeon et un client, c'est la même chose. Eh ben écoutez, Maître Magouille, je crois que ce sera le mot de la fin parce que en termes de sponsoring et de... Mais non. Ah si, là. Vous êtes exceptionnel. Un pigeon, c'est le client, d'accord. Ah oui, là vous êtes dans votre domaine. Mais, attendez. Pour mes clients fidèles que j'adore, que je chéris parmi tout, on offre un service incroyable pour cet abonnement. 100 € par mois. Déjà, c'est pas cher. C'est moins cher que gratuit. C'est donné. Bien sûr. 100 € par mois, c'est quoi? C'est un accès illimité à Magouille's Price Sourcing, le site internet, développé par Mathilde. Oui. Et vous pouvez donc enregistrer toutes vos cartes. Et ça, c'est incroyable. Les lister, avoir la valeur qui monte. Et moi, je reçois des sous, donc ça aussi, c'est incroyable. Tout le monde est gagnant au final. Et vous pouvez aussi vous abonner à la formule papier. Très bien. C'est 30 € le numéro et vous pouvez prendre un abonnement de 10 numéros pour 3 000 €. D'accord. Eh bien, j'ai hâte de voir la première couverture. Vaut mieux prendre un abonnement. C'est mieux. Bien sûr. Bon, c'est mieux pour moi parce que je me fais plus de sous. Bon, écoutez, Maître Magouille, très bien. J'attends de recevoir peut-être le premier numéro et puis on verra si on s'abonne. Non, Greg, arrêtez de gratter des choses. Pour vous, la vie, tout est gratuit. Non, je suis désolé. Il y a des prix à certains produits et surtout les produits de qualité ont un prix élevé. Alors voilà, vous voulez pas acheter mon magazine, vous ne l'achetez pas, mais n'en écoutez pas les autres. Hein. Vraiment, Greg, votre attitude est plus que limite. Hein. Je sais pas comment faire, Adrien, pour vous supporter. Hein. Vraiment incroyable. Je sais pas si je reviendrai. D'accord. Ah, vous êtes colère. Ah bien sûr. Vous traitez mal mes produits. C'est pas la première fois que je le dis. C'est pas faux. Je suis même intervenu dans le Cardass Social Crew. Oui. C'est vrai. Pour dire la même chose. Pour rétablir la vérité. Exactement. Bon, écoutez, les gens du Cardass, eux, ils aiment bien mes produits. Je m'engage officiellement à vous offrir un encart de pub sur un de nos événements live. Comme ça, vous aurez votre pub et là, vous ne pourrez plus dire que j'ai été un frein à votre entreprise. Ça vous va? Ah, ça me plaît. Quand c'est gratuit, moi, ça me plaît, vous le savez. Voilà. Eh bien, écoutez, Maître Magouille, merci et j'espère vous retrouver au prochain épisode qui, je crois, sera un spécial Japon. Merci, Monsieur Greg. Oui, d'ailleurs, ça tombe bien. Les choses sont bien faites dans la vie, dis donc. Oui. Je serai peut-être au Japon. Très bien. Eh bien, écoutez, on verra ça le jour venu. Je vous remercie et à très vite. À très vite, Greg, et merci beaucoup. Vous êtes le meilleur. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est parti pour le tant attendu jeu concours. Qui a gagné donc ces magnifiques packs Slam Deck, mon petit Marcus? Ça y est, ça va être ton nom maintenant. Après le beau gosse Marcus, je sais pas c'est quoi le mieux, mais ça passe. Déjà, on va remercier aussi Slam Deck une nouvelle fois, et ça a été le concours pour l'instant le plus prolifique parce qu'on a eu plus de 100 retweets, je crois, et il y avait qu'une soixantaine entre guillemets de personnes qui étaient éligibles puisqu'il fallait liker les deux comptes et puis faire un petit jeu de mots, donc c'était bien sympa. Alors, est-ce que c'est l'effet basket ou l'effet jeu de mots qui a fait que le concours a explosé? Ah ouais, je sais pas. Les deux peut-être. Ouais. Mais les gars étaient bons quand même. Au début, oh là l'enchaînement. Bon, à la fin, ça a un peu dévié, mais c'était. Ouais, on a vu tout. On a bien aimé. On a vu du lourd. Et bien c'est Alexandre Flao, Flashy24 sur Twitter. Donc félicitations à toi Alexandre. On va te contacter. Greg le beau gosse ou Marcus te contactera. La mascotte. C'est ça. Alors.
comme c'est la partie jeu concours, vous vous attendez à ce qu'on fasse un nouveau jeu concours? Eh bien oui, vous avez raison, nous allons en faire un tout de suite. Alors, ils sont trop forts. Ouais, Le budget. on est trop fort, ouais. Heureusement, d'ailleurs, on tient à remercier tous nos partenaires qui nous filent les lots, parce que sans eux, on n'en ferait pas, hein, parce que faut quand même pas abuser, hein, les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner? Eh ben, on a à gagner un Fat Pack Upper Deck en hockey et un booster Opichi, comme il y a 2-3 épisodes. Je ne me souviens plus. Exactement les mêmes. Et alors, pour le gagner, il faudra follow la chaîne YouTube de Podcart, mettre un petit pouce bleu et un commentaire ou une question à nous poser sur l'épisode en question. Sur cet épisode-là qui va sortir maintenant. En gros, parce que si vous l'écoutez, il est déjà sorti en fait. Donc c'est très con, mais vous le commentez, vous dites, vous mettez un commentaire ou une question et vous serez tiré au sort par Maître Magouille. Et ben oui, écoute, ouais. Exactement, je ferai le tirage au sort. Il est là. il est partout ce Maître Magouille. On est sur écoute. Incroyable. Yes, voilà écoute, les amis. ça faisait plaisir, Adri. On clôt le deuxième volet du Made in France. Voilà, et un petit épisode qui va durer 2 heures, hein, comme d'hab, mais vous avez l'habitude. Voilà, et on se retrouve pour un épisode spécial Japon. C'est ça, et petit quand même truc, je sais qu'il attend avec impatience parce qu'on a fait un très bel interview, c'est Ultimédia, mais on le garde au chaud pour un épisode, c'est promis. C'est promis, on t'oublie pas. Hein. Voilà, alors, exactement. On a passé un agréable moment, de toute façon on va sûrement, les gens qu'on a déjà interviewés, on va sûrement les réinterviewer. C'est ça, parce que ça va être, parce que c'est tellement riche que voilà, c'est ça, et il y a aussi un spécial sneakers et cartes qui va arriver, bref, le prochain c'est le Japon et le reste devrait suivre. On a déjà plein de choses en boutique, donc ça ira plus vite. Et puis, personne n'est oublié. Voilà, exactement. Et vous inquiétez pas, même si on met un peu de temps à sortir les épisodes, ça arrive. Faut être patient. Puis justement, de l'attente naît le désir, comme dirait l'autre. Je sais pas qui a dit ça, mais je pense que ça doit être un philosophe. Donc, plus on attend, plus on a de désir, plus on prend de plaisir après à savourer la production. Ouais, exactement. Voilà les amis, on vous souhaite à tous de bien continuer votre existence terrestre et on vous fait des bisous miel. Et encore merci de votre soutien, salut.